Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par présenter nos intervenants qui sont au nombre de 4. Dans l'ordre alphabétique, Monsieur Alexis Blanchet, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au département cinéma audiovisuel de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages et articles, dont par exemple Des pixels à Hollywood aux éditions Pixel Love en 2010, ou encore les jeux vidéo au cinéma aux éditions Armand Collin en 2012. Monsieur Hubert Chardot, scénariste, co-créateur de la série Alone in the Dark, dont vous avez écrit le scénario ainsi que les dialogues. Monsieur Rafik Djoumi, journaliste et rédacteur en chef de l'émission hebdomadaire Beats sur Arte Créative, dont vous portez le t-shirt. Et enfin, Monsieur Thomas Gaon, psychologue clinicien spécialiste des impacts psychosociaux des jeux en ligne. Vous travaillez actuellement en addictologie au centre littoral CSAPA de Villeneuve-Saint-Georges et vous êtes l'auteur de nombreuses publications, dont Le ressort de l'angoisse dans les jeux vidéo, une ébauche de cyberpsychologie clinique dans le numéro Les jeux vidéo au croisement du social, de l'art et de la culture, dirigé par Sylvie Crépeau, Sébastien Janvaux et Brigitte Simoneau de la revue Questions de communication en 2010. C'est au sujet de cet article que je vais vous demander d'intervenir en premier pour vous présenter donc au public le déroulement de cette conférence. L'objectif est donc dans un premier temps de définir ce qu'est la peur, pour ensuite envisager la capacité du jeu vidéo à la susciter sous différentes formes. Ensuite, dans le prolongement de ce travail un peu plus sémantique, nous chercherons à savoir si les différentes manifestations de la peur convoquées par le jeu vidéo ont abouti à différents types de jeux, différents genres. Ensuite, nous irons un peu plus profondément pour questionner les différents mécanismes ludiques d'apparition de la peur, les différents mécanismes anxiogènes. Ensuite, dans une dynamique historique et un peu plus analytique, nous parlerons de 3 grands classiques, à savoir Alone in the Dark, Resident Evil et Silent Hill. Donc nous parlerons des 3 premiers épisodes, des 3 épisodes 1 de chaque série. Et enfin, pour conclure sur une dimension un peu plus prospective, nous parlerons des évolutions récentes du genre, de l'impact par exemple du web et de la création indépendante sur le genre, l'apport des jeux à la première personne ou, plus récemment, de la réalité virtuelle. Donc pour commencer, Monsieur Gaon, vous parlez dans l'article que j'ai cité précédemment du jeu comme d'une mitridatisation adaptative, c'est-à-dire la mise en jeu a priori contrôlée d'une angoisse afin de s'en prémunir par l'élaboration de défenses ad hoc. Donc pour vous, le jeu vidéo est une mise en situation anxiogène presque par définition, presque de façon intrinsèque. Quel type d'angoisse peut susciter le jeu vidéo ? Alors, c'est le jeu vidéo comme tous les autres jeux, qui met en scène, introduit une tension liée à l'incertitude, au final, l'imprévisibilité qui va provoquer effectivement une forme d'anxiété, d'angoisse, par une espèce de résolution. On doit trouver une résolution qu'on n'arrive pas à prévoir immédiatement. Et donc, les types d'angoisses que j'ai commencé à décrire dans cet article sont donc des angoisses structurelles qui vont des plus primitives jusqu'aux plus élaborées selon le développement du fonctionnement psychique. Mon travail dans cet article-là, il était de pointer dans différents types de jeux vidéo quels étaient les types d'angoisses qu'on pouvait déceler à la fois au niveau audiovisuel, mais on va dire narratif, par exemple, visuel, sur des situations, mais également au niveau du gameplay. Et c'est là où c'était assez intéressant de le faire, c'est-à-dire comment des mécaniques peuvent renvoyer, des mécaniques de jeu, pouvaient renvoyer à des types d'angoisses. Alors les angoisses primitives sont par exemple, il y en a plusieurs, sont ce qu'on appelle les angoisses psychotiques, ces angoisses qui sont vraiment au fin fond du fonctionnement psychique, c'est les angoisses de morcellement par exemple, l'idée que le corps ne puisse plus constituer une entité unique, donc tout ce qui va être évidemment l'éclatement, par exemple. Alors cette angoisse, pour en donner quelques exemples, parce que ce serait très long de toutes les décrire, mais très simplement, si on est sur le jeu Pikmin, par exemple, qui est un petit jeu très sympa, Pikmin, où on a des petits bonhommes qui se suivent les uns les autres, qui sont en groupe, rien que le fait que, selon des événements, puissent être éclatés
ils sont séparés, éparpillés, va provoquer une angoisse dans le sens je m'éparpille, tout d'un coup je perds mon unité. C'est pareil dans tous les jeux de wargame où vos unités ne sont plus tout d'un coup réunies, ce n'est plus sous votre contrôle également. Après, il y a d'autres angoisses qui sont plus élevées, les angoisses qu'on dit paranoïdes, par exemple, c'est-à-dire l'idée qu'on est persécuté tout le temps par quelqu'un. Alors, par exemple, des jeux qui supposent la paranoïa, qui suscitent la paranoïa, Alien Isolation, principalement, est un très très bon jeu qui suscite l'angoisse paranoïaque parce que vous êtes pourchassé et tous les jeux d'arène vont le faire. Puis après, on a des types d'angoisse qui vont être un peu plus élaborés, qui vont être liés surtout sur la question de la culpabilité, ce qu'on appelle les angoisses névrotiques, qui vont être est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, notamment dans les jeux de rôle, par exemple, où il y a des choix moraux à faire. Et puis après, on a d'autres angoisses qu'on dit morales, qui vont être sur les choix qu'on va faire, par exemple, si on joue à un jeu comme Paper Please, par exemple, où vous avez un dilemme moral à faire et vous pouvez avoir une émotion négative liée à ce choix-là. Voilà, en tout cas, dans mon article, les différents types d'angoisse. Ce qui était intéressant, c'est de montrer aussi qu'elles ne sont pas simplement sur des situations ou sur des images, mais elles pouvaient être sur des mécanismes beaucoup plus fins, comme la question par exemple, l'angoisse de chute. Si on prend un classique, c'est vraiment une très très forte angoisse, c'est-à-dire de chuter sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà. Cette angoisse de chute, quand vous avez par exemple vous êtes empoisonné dans Diablo, la barre commence à descendre progressivement. Donc c'est cette idée-là. Quand dans Left 4 Dead, par exemple, vous êtes projeté par le tank, quand est-ce que vous allez vous arrêter? Vous ne savez pas. Il y a tout ce moment-là. Quand vous avez un écran noir, par exemple, un fade to black, c'est beaucoup plus angoissant finalement d'avoir un fade to black et rien comme information que d'avoir un game over. Le game over, il clôt l'angoisse en disant ça y est, c'est fini, je vais pouvoir relancer, etc. Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes plus angoissé. Voilà les idées que j'ai indiquées sur ces types de jeux, en tout cas. Merci beaucoup. Avant de parler plus proprement parler du genre de l'horreur, je vous propose une série d'extraits pour amorcer la discussion et nous pourrons aborder justement les angoisses qui sont plus spécifiques aux jeux d'horreur et quel type de peur ils sont plus à même de susciter par rapport aux autres genres. Something happened to my brother.
Comment vous pouvez rebondir sur ces quelques extraits qui présentaient des jeux assez différents? Alors, je vais essayer de repréciser au niveau de théorie pour comprendre un petit peu ce qu'on dit. On distingue en général angoisse de peur, déjà, premièrement. L'angoisse, c'est vraiment un mécanisme classique. Dans la théorie, c'est un signal d'angoisse. C'est-à-dire c'est le corps et l'esprit, enfin le cerveau, en fait, qui déclenche un système d'alerte dès qu'il y a une menace, mais pas obligatoirement précise. Et le cerveau, encore une fois, cherche tout le temps, c'est une machine à prévoir, et il s'affole quand il essaye de se positionner, de prévoir quelque chose qu'il ne peut pas prévoir. Donc ça, c'est le mécanisme de l'angoisse lié généralement à un traumatisme qui a déjà eu lieu, et donc on va essayer généralement il se répète, au final, le traumatisme, on essaie de l'élaborer. La peur, c'est quelque chose sur une menace qui est assez précise. En général, c'est quelque chose. Et après, ça découle selon des enchaînements, c'est-à-dire, par exemple, si c'est un monstre dont vous avez peur, parce qu'il y a eu un traumatisme, c'est-à-dire qu'il vous a agressé, il vous a attaqué, par exemple, une fois, la première fois du jeu, vous dites « Ah, j'ai peur ». Et la mémoire est faite de façon associative. Donc, en fait, le monstre est associé à différentes choses, le lieu, la musique. Et donc, après, ça se transfère. C'est-à-dire, à chaque fois que vous aurez cette musique, à chaque fois que vous aurez ce lieu, vous dites « Ah, c'est dangereux ». Et donc, je me prépare. Et donc, j'ai peur de plusieurs choses, en final. Parce que ça s'est transféré, parce que votre cerveau essaye de préciser. Après, devant les mécanismes de peur, enfin devant la peur, les mécanismes sont assez classiques. C'est soit freeze, flight or fight, c'est ce qu'on dit. Donc c'est soit on est paralysé, hein, parce que quand la tension est trop forte, on est paralysé, on ne sait plus quoi faire. La panique, par exemple, on fuit. Alors ça, par exemple, dans certains jeux, et ça c'est très intéressant dans les jeux vidéo, parce que c'est l'équilibre entre proie et prédateur. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où on est proie tout le temps, donc on doit fuir tout le temps. Par exemple, Alien Isolation est un bon exemple. Il y a des jeux où finalement on devient rapidement, en fonction des situations, prédateur. C'est-à-dire on cherche les monstres, on veut les tuer, on veut, pour réduire l'angoisse, c'est le moyen, c'est tout simplement les massacrer pour ne plus avoir peur. Donc voilà comment, là, en fonction des différents jeux qu'on a vus, il faut bien comprendre des fois quand est-ce qu'on passe de l'angoisse, hein, finalement un sentiment assez diffus qui peut être assez important, hein, à la peur qui va en fait se préciser sur des objets précis, donc on va essayer après de maîtriser tout simplement intellectuellement et avec la dextérité aussi pour le jeu vidéo. L'autre chose que je voudrais préciser avant de donner la parole, c'est que les mécanismes émotionnels impliqués dans les jeux vidéo, comme le dit Bernard Perron, qui est vraiment un auteur très très important, sont multimodaux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la question de la narration, avec le lien que vous avez avec l'histoire et les personnages, qui sont des identifications situationnelles en général, mais vous avez aussi la question du jeu lui-même, hein, dans l'enjeu que vous avez dans le jeu, l'implication dans le gameplay finalement, systémique si je puis dire. Et puis vous avez la dimension corporelle, ou d'embodiment, maintenant qu'on connaît assez bien, qui est lui plus sur effectivement des termes de rapidité, de rythme finalement, qui vont toucher ce que je dis, des angoisses qui sont assez primitives sur, en fait, qui sont pas, on va dire, dans la question de la narration, mais qui vont être, vous êtes en sécurité, vous avez un sentiment de sécurité, tout d'un coup il est complètement, votre théorie de la sécurité est complètement mise en brèche, ou vous devez faire des mouvements extrêmement rapides à un certain moment. C'est ce genre de choses. Si on prend un exemple par rapport à la question du gameplay, je prends un exemple de Diablo 1. Les gens, si on leur demande qu'est-ce qui était le plus effrayant dans Diablo 1, tout le monde vous dira généralement, la plupart des gens vous diront c'est le Butcher, c'est-à-dire le premier boss de Diablo 1. Pourquoi ? Parce que en fait, vous jouez pendant une période où en fait, c'est pas trop dur la difficulté, et tout d'un coup vous arrivez au premier boss de Diablo 1 que les créateurs de jeux avaient fait généralement très très fort, très rapide. Il arrivait sur vous, il était gros, il vous frappait, et c'était assez effrayant. C'était la première fois que vous voyiez un boss aussi. Et c'était pensé pour ce décalage de difficulté et la vitesse à laquelle vous alliez être exécuté. Et toutes vos théories au préalable, genre je suis en sécurité, je suis tranquille, j'ai rien à craindre, et tout d'un coup, non, ça ne marche pas. Voilà. Et après, vous aviez peur pour dans d'autres situations, évidemment. Monsieur Blanchet, je me permets de vous poser la question. Par rapport au genre vidéoludique, qu'est-ce qui fait la spécificité du survival horror ? Est-ce que c'est le seul genre horrifique ? Comment est-ce que ce genre est apparu ? Est-ce qu'il y a des peurs et des angoisses qui sont vraiment spécifiques à ce genre-là, des formes récurrentes ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être une première étape dans l'histoire du jeu vidéo où il y a une exploitation du motif horrifique.
Roger Caillois, qu'on connaît pour les propositions qu'il a fait autour du jeu, est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le fantastique. Et je pense que le jeu vidéo, dans un premier temps, va faire ce que Roger Caillois appelle un fantastique d'institution, c'est-à-dire des figures horrifiques, des diables, des vampires. Donc, c'est, je sais pas, des jeux comme Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, des jeux japonais, des jeux comme Splatterhouse qui s'inspirent aussi du cinéma du début des années 80. Et donc, ça va être vraiment le motif horrifique, mais dans un rapport qui est à la fois la peur et en même temps le plaisir de la peur, le plaisir des mondes horrifiques, quelque chose d'assez carnavalesque en fait. Je pense que à partir de la fin des années 80, du début des années 90, autour de jeux comme Sweet Home, de jeux comme Alone in the Dark, de Resident Evil, qui est vraiment un marqueur du fait de son succès au milieu des années 90, et de la généralisation des moteurs 3D, on va probablement penser l'horreur dans les jeux vidéo plutôt sous l'angle de ce qui peut le produire comme expérience de peur et sur l'émotion qu'il peut produire dans des navigations dans des environnements. Tout le travail qu'il peut faire qui peut être fait de manière beaucoup plus complète autour du hors-champ à partir du moment où on envisage des environnements modélisés en 3D. Le hors-champ, quand on joue sur un jeu en 2D, on est à la gauche de l'écran, à la droite, peut-être le haut à la rigueur, mais on sait à peu près où ça peut venir. À partir du moment où on est dans des environnements 3D, ça complexifie beaucoup plus la chose, et le surgissement, qui est un motif qu'on retrouve souvent, on l'a dans Alone in the Dark, on l'a dans Resident Evil, le jump scare propre au film d'horreur, on va pouvoir le mettre en scène, le préparer, le designer du côté des level designers grâce à la modélisation 3D. Alors ensuite, il y a la question des appellations génériques. Un genre, c'est toujours quelque chose qui survient a posteriori des œuvres en général. C'est-à-dire, c'est les discours sur les œuvres qui vont faire qu'une appellation de genre va s'imposer. Survival Horror a des précédents dans la critique cinématographique de la fin des années 70, parce qu'il me semble qu'un film comme Alien de Ridley Scott est caractérisé à la fin des années 70 comme un Survival Horror. Donc il y a une reprise d'une appellation générique visiblement qui est déjà une appellation qu'on retrouve au cinéma, avec dans le cas de Resident Evil une mention de cette expression dans un des écrans de démarrage du jeu. Survival Horror est utilisé, et on voit qu'il y a une reprise très large ensuite par la presse de cette étiquette. À mon avis, qu'il faut penser de deux manières, probablement une forme de suivisme par rapport à ce qui est proposé par le studio. Le studio dit que c'est un survival horror, donc on va dire que c'est nous aussi que c'est un survival horror, et probablement aussi dans l'idée, pour ceux qui ont une certaine culture cinématographique, que ça veut dire, oui, aujourd'hui, l'horreur vidéoludique, elle peut peut-être prétendre au même titre qu'une horreur cinématographique, qui a connu des succès populaires à la fin des années 70, au début des années 80, autour du slasher par exemple. Et donc de se réapproprier cette étiquette générique, il y a aussi des enjeux symboliques, à mon avis, assez forts dans la relation du milieu du jeu vidéo, de la critique de jeux vidéo, vis-à-vis d'un média qui est toujours regardé avec une certaine envie, un peu comme un modèle, qui est le cinéma populaire, quoi. Donc voilà, et on voit bien dans votre montage, on est sur l'idée de la peur, et vous avez plutôt préféré des modélisations 3D, des environnements, plutôt que d'aller chercher des jeux 2D sur lesquels la question de la peur ne pourra pas forcément marcher. Quoique, je pense à une adaptation d'Halloween qui existe sur Atari. Les films horrifiques ont été très tôt adaptés en jeux vidéo. Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit font partie des films des années fin 70, début 80 qui ont été adaptés en jeux vidéo. Et la version Atari fonctionne aussi sur ce motif du surgissement. Hein. C'est-à-dire que d'un coup, le tueur d'Halloween surgit, Michael Myers surgit comme ça dans l'écran, il faut vite fuir, on retrouve le motif de la fuite, et tout ça est en 4 couleurs et avec des graphismes extrêmement épurés. Donc il y a quelques cas.
C'est vrai que dans ce motif du surgissement, il faut quand même aussi mentionner ce qui apparaît comme la première adaptation d'un film de cinéma en jeu vidéo. C'est le Shark Jaws d'Atari en 1975. C'est une adaptation des Dents de la Mer, mais qui ne dit pas son nom, qui s'est rebaptisé Shark Jaws. Vous avez un énorme Jaws sur les flancs de la borne de jeu, un tout petit shark au-dessus du J. Et il fonctionnait à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on incarne un plongeur qui fait de la chasse sous-marine, et d'un coup le requin surgit comme ça, de manière transversale, par le bas de l'écran, par le haut. Donc il y a un travail évidemment sur le hors-champ, mais qui se limite évidemment aux 4 bords de l'écran, et qui est beaucoup plus limité que ce que proposent les modélisations 3D. Merci. Peut-être une question pour Monsieur Djoumi. L'avant-dernier épisode de Beats portait sur la thématique du gore. Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique à l'horreur vidéoludique, comme les premiers temps du gore que vous reliez à l'esthétique punk, notamment ? Écoutez, à titre personnel, je ne l'ai pas forcément remarqué sur les premiers jeux assimilés à l'horreur. On était plus dans un rapport psychanalytique que politique. On n'était pas dans la provocation. Moi, j'ai l'impression que ces jeux, que ce soit Alone in the Dark ou même Resident Evil, sont apparus à une époque où il a été évident que le public d'enfants qui avait accueilli la première vague de jeux vidéo venait de rentrer dans l'adolescence et l'âge adulte. Donc on pouvait tout d'un coup se lancer, et ça a correspondu au développement de la 3D, enfin des premières 3D. Et je pense que ça, c'est effectivement très important par rapport à la définition qu'on cherche à circonscrire de la peur dans le jeu vidéo, qui est la question de l'espace et de comment on va le découper. Et donc Alexis a très bien évoqué cette question de la raison pour laquelle les jeux en scrolling ne pouvaient pas vraiment nous faire peur, parce que la menace est déjà, le hors-champ est identifié trop facilement. Mais on voit bien que dans des jeux comme Alone in the Dark et Resident Evil, il y a à l'époque une tentation tout à fait compréhensible d'émuler les mécanismes de la peur au cinéma à travers le découpage du champ et le cadrage. On ne pense à l'époque le hors-champ, enfin ça vous nous le confirmerez peut-être, mais on ne pense à l'époque le hors-champ que en référence au cinéma, qui a popularisé ce terme. Comment dire, c'est pas n'importe quel type de cadrage qu'on peut voir dans Alone in the Dark et dans Resident Evil. Il faudrait les revoir en entier, mais c'est essentiellement des Dutch angles qu'on a, qui sont le terme vient au départ, ça vient du cinéma expressionniste allemand, donc Deutsch, et puis ça a été mal traduit, c'est devenu Dutch, donc ça devient tout d'un coup l'angle néerlandais. Mais voilà, c'est une espèce d'angle légèrement penché. Qui suggère, enfin que les expressionnistes utilisaient pour suggérer un état de folie, ou voilà, une tension qui fait pencher vers la folie. Donc on est dans l'émulation cinématographique, et du coup on utilise les effets de découpage qu'on a déjà vus dans les films. On attend l'entrée de chant suivante pour découvrir quelque chose dans l'embrasure de la porte, qui est le jump scare qui va nous faire peur. Moi, j'ai commencé à plus m'intéresser aux jeux vidéo d'horreur à l'époque de Silent Hill, justement parce qu'il émulait moins le cinéma. Tout d'un coup, on était plus dans un plan séquence, en fait. On suit un personnage sur toute la longueur, et le cinéma d'horreur, d'épouvante, n'utilise pas le plan séquence. Il semble pas adapté à l'idée d'un réalisateur qui va maîtriser l'espace pour ménager ses effets. Et c'était donc d'autant plus intéressant de voir comment un jeu comme Silent Hill a réussi à créer un sentiment de peur inédite, parce que inédite au cinéma, parce qu'on n'a pas de film d'horreur en plan séquence, quoi. Mais ça, je suis peut-être déjà en train de m'avancer un peu dans... Oui, d'accord. Voilà, je voulais insister sur cette idée de Dutch angle qui ont vraiment beaucoup servi. Alors, je ne sais pas si peut-être on peut revenir sur la création de The Dark et comment ça s'était décidé. C'est un peu compliqué de vous parler de théorie, parce qu'on a l'impression que quand on travaillait là-dessus, il y a déjà longtemps, d'abord on n'était pas beaucoup, et en fait on ne décidait pas grand-chose. Les machines n'étaient pas très puissantes, et il fallait trouver des solutions.
à des problèmes qui se posaient. Et la première des solutions le premier problème réel, c'était fallait sortir le jeu, quoi. Et il fallait, comment dire, c'est compliqué, si vous voulez, à exprimer, parce qu'en fait, on pense toujours que bon, il y a un scénario, etc. C'est pas vrai. Le jeu vidéo, d'abord, c'est un univers. Quel que soit le jeu vidéo, c'est d'abord poser un univers. C'est poser des caméras, poser des personnages, poser une circulation dans un espace, et essayer de redonner un tant soit peu des éléments qu'on va donner aux joueurs pour qu'ils puissent réagir, agir, et après, derrière, se sentir déstabilisés d'une manière ou d'une autre. Notre boulot, c'est ça, c'est de rendre les choses confortables et de déstabiliser le joueur. Donc, du coup, il va ressentir quelque chose. Parce que si on ne travaille pas sur l'émotion, on n'a pas de jeu. Je ne sais pas, si vous avez été enfant aussi, vous avez joué avec rien, par terre. Vous savez créer des univers. Vous savez créer des univers avec rien. Et vous savez les dynamiser. Le jeu vidéo, c'est des univers en expansion. Comme quand on joue quand on est petit, c'est pareil, c'est absolument la même chose. Et on se projette dedans, et on déstabilise le truc. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, il y a une perte de repère, et du coup, on crée de l'émotion, quoi qu'il en soit, parce qu'il faut réagir à ce qui se passe. Donc le boulot, si vous voulez, sur Alone, c'était de se dire, on ne peut pas faire bouger la caméra, c'est pas une volonté de mise en scène, ni une volonté d'être un artiste ou expressionniste ou pas, c'est que on ne pouvait pas bouger la caméra. La machine ne l'acceptait pas. Donc, du coup, on a des personnages en 3D sur un environnement en 2 dimensions. Il ne faut pas que ça se voit. Parce qu'on a juste pour la 3 dimensions, en gros, à l'époque, je me rappelle, on avait droit à 250, 300 polygones en tout. Donc, on n'a rien. Et avec ce rien, il faut en faire quelque chose. Et donc, du coup, ça oblige à se dire, quand on veut faire de la peur, on est obligé de structurer l'espace et l'univers autour d'informations qu'on donne ou pas aux joueurs et qu'il peut intégrer, comprendre, lire ou pas. Mais il faut quand même qu'on puisse le faire réagir. Et en même temps, se pose le problème de dire on va le prendre dans un plan pour l'emmener dans un autre plan. Mais il peut aussi reculer. Et il peut aussi ouvrir la porte, donc aller vers le fond. Donc ça veut dire penser la mise en scène sur plusieurs axes en même temps. Et qu'on garde quand même une chose importante dans le jeu vidéo qui est le rythme. Parce que si vous n'avez pas de rythme, vous perdez le joueur. Vous perdez l'intérêt de la personne qui est derrière sa manette. Si vous êtes dans un coin-op, par exemple, une arcade où on met des pièces, on voit bien que l'idée du rythme est hyper importante dans le jeu. Réellement. Parce que ça soutient l'intérêt. Et que donc, il faut que dans les raccords de plan, le joueur ne perde pas le contrôle de son personnage pour la bonne et simple raison qu'il faut qu'on arrive à le suivre quelque part parce que les boutons sur lesquels on va appuyer, la manette en quelque sorte, le joueur ne va pas changer de sens parce que le plan est à l'envers. Il va continuer à le faire avancer dans le même sens. Donc ça oblige à une fluidité. Et comme la perspective est déstabilisante quand on fait une bulle cassée avec la caméra, et que du coup on a beaucoup plus de champ, et qu'on arrive à structurer l'espace d'une manière complètement différente, et on arrive à donner du relief à l'intérieur de l'image par rapport au personnage en 3D qui jure sur l'image en 2D, le fait de tordre la caméra, en fait, ça remet les choses à niveau. Et du coup, ça devient cohérent, et du coup, l'univers redevient cohérent. Parce que c'est l'univers qui prime avant tout, dans un jeu vidéo. L'univers. Quel que soit le jeu vidéo auquel vous jouez, de Pong à n'importe quoi qui puisse sortir maintenant, le principal truc, c'est l'univers. Et cet univers, si vous voulez, je sais bien que Bazin disait le cinéma est un monde qui s'accorde, enfin qui substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien du mépris. La réalité, c'est qu'en plus, on est dans le monde, et en plus, ce monde-là, on va le changer. Donc, on crée des univers. Et ce qui est formidable, c'est qu'un enfant peut le faire. Instinctivement, il crée des univers. Et ça, c'est génial, de créer des univers. Pour Alone, on était 6. On nous foutait une paix royale et on jouait à se faire peur. C'était génial. Enfin, voilà, quoi. Merci. Donc on a déjà entamé en quelque sorte la deuxième partie avec l'effet de surgissement par exemple et l'utilisation de la caméra. Donc je vous propose une nouvelle série d'extraits, puis on va revenir sur différentes mécaniques qui participent à l'apparition de l'angoisse.
we know that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just... Donc on a beaucoup déjà parlé de l'utilisation de la caméra dans les jeux d'horreur. Je voudrais vous interpeller sur deux figures. La première, ce sont les figures de perte de contrôle, notamment au niveau de l'interface utilisateur. On a pu le voir notamment dans le dernier extrait ici de Five Nights at Freddy's avec beaucoup de glitch vidéo qui donc modifient et perturbent l'interface utilisateur. Et la deuxième question que je souhaiterais vous poser, ce sont des questions ouvertes, c'est par rapport à la récurrence de certains enjeux narratifs, par exemple la maison hantée ou alors la problématique du virus, la figure du zombie, les fantômes japonais. Est-ce qu'il y a des histoires qui se prêtent plus que d'autres au genre horrifique vidéoludique ? Je vais répondre plus sur la première question, sur la question de la modification des capacités de maîtrise, en fait. C'est quelque chose d'assez classique, hein. Moins vous avez de maîtrise, plus plus l'angoisse monte parce qu'en fait vous ne pouvez pas gérer une situation. Donc tout ce qui va gêner le repérage, donc tout ce qui va être visuel, mais aussi sonore, hein, ne pas entendre, par exemple, on met un bruit blanc ou des grésillements et on entend moins bien. Tout ce qui va également perturber les contrôles, hein, c'est-à-dire par exemple vous ne pouvez plus, alors les commandes ne répondent plus. Alors, classiquement, les commandes ne répondent plus, ça rajoute à votre panique finalement, parce que l'idée c'est quand même toujours de créer la détresse. Principalement, ce qui est le plus horrifique, c'est la détresse. La détresse, Hilflosigkeit en allemand, c'est-à-dire le fait que vous soyez sans recours. Voilà, la vraie détresse, on ne peut pas vous aider, et vous le savez que vous ne pouvez pas être aidé, c'est fini, quoi. Et donc, quand vous perdez des moyens de maîtrise, notamment de pouvoir fuir, de pouvoir courir, de pouvoir tirer, parce que vous n'avez plus de balles, ou tout ce genre de choses, ça va aller vers ce côté de détresse. Alors après, on peut le réduire, on peut être complètement perdu, hein. Un flashbang, vous voyez rien, c'est tout blanc, donc vous êtes complètement perdu. Ça peut être... dans un jeu, alors pas forcément un jeu d'horreur, mais un jeu comme Left 4 Dead où vous êtes blessé, vous pouvez que ramper, où vous êtes en détresse, quelqu'un doit venir vous aider, vous êtes à la merci de la menace. Donc toutes ces situations sont extrêmement angoissantes. Donc tant au niveau encore une fois, du gameplay sur la manette, que sur le visuel, que sur le sonore, c'est pas simplement un domaine en tout cas. Voilà. Mais ça peut être, on peut le penser encore une fois dans plein de jeux, hein. Effectivement, même si on prend Metal Gear où tout d'un coup contre Mantis, c'était inversé, ça provoquait, alors c'est pas un jeu d'horreur, mais ça provoquait tout d'un coup une véritable angoisse, quoi. Voilà pour la première. Sur la question de la caméra, déjà il y a quel que soit le procédé utilisé, qu'il s'agisse de plans prédéterminés à Alone in the Dark, Resident Evil, ou de plans à la première personne, comme on a pu le voir là, c'est quasi systématiquement des courtes focales auxquelles on a droit. Donc une courte focale, c'est quand on voit très large dans l'image, il y a une déformation sensible en fait de la perspective dans la courte focale. C'est des focales souvent utilisées dans les films d'épouvante et d'horreur parce que tout ce qui est au premier plan va être accéléré. En fait, les mouvements au premier plan est accéléré par rapport à ce qui est au fond. On n'aura pas la focale qu'on a au naturel dans ces jeux-là. On l'a vu quand la porte s'ouvre, par exemple, durant la marche du personnage. Vous voyez, le battant de la porte passe très très vite devant nous. Il y a un effet, un effet choc. Et ensuite, on a le choix de la troisième ou la première personne dans les jeux plus traditionnels. Donc là, je pense évidemment à Silent Hill en troisième personne. Il y avait deux jeux très effrayants qui étaient Fatal Frame, qui mettait en scène une lycéenne, je crois, qui devait utiliser un appareil photo pour
photographier pour se débarrasser des monstres à l'aide de cet appareil photo, la caméra obscura, ça s'appelait. Et ça, le jeu était d'autant plus effrayant qu'il nous obligeait régulièrement à quitter le confort de la troisième personne, puisque en fait on avait l'intégrité de son personnage, comme on le voyait de dos. Son environnement était circonscrit, on savait ce qu'il y avait autour de nous. Mais dès l'instant où on était en présence de ces fantômes, il fallait prendre cet appareil et viser autour de soi, et là forcément passer en première personne. Et le fait tout d'un coup de nous obliger à passer en première personne, c'était créer du hors-champ, c'est-à-dire de demander au joueur de créer lui-même du hors-champ, c'est-à-dire de se rendre aveugle à tout le reste. Et ça, il y avait un effet de panique à chaque fois qu'on devait prendre ce fichu appareil, alors qu'on n'avait pas le choix, c'était la seule façon de se débarrasser des fantômes. Donc ça, c'était très, très bien vu, mais ça en disait beaucoup sur les choix de caméra. Et puis je pense que de toute façon, dans la question des jeux de peur et d'horreur, la question du hors-champ, elle est absolument prédominante. C'est pas de la flemme graphique si les Silent Hill se passent dans le brouillard. C'est pour que l'essentiel du champ nous soit justement soustrait, puisqu'on sait bien que le sentiment d'angoisse, donc avant que la peur ne se déclare, il naît du fait de ne pas maîtriser son environnement et donc pas le maîtriser visuellement. Sur la question de la maîtrise, le spectateur de cinéma ne peut que subir ce qui se passe dans un film. Si un personnage va vers sa propre mort, étant en train d'explorer un lieu dangereux, au mieux le spectateur peut s'inquiéter et dire non, on n'y va pas, en sachant très bien qu'il n'a aucun impact sur ce qui va se passer. Donc il subit quoi qu'il arrive. Dans le jeu vidéo, tout d'un coup, on lui donne l'opportunité de ne pas subir les événements, par exemple, de ne pas avancer. Et ça va modifier évidemment toute la structure de la peur, puisqu'il va falloir trouver des astuces pour l'obliger à avancer malgré tout, à se confronter lui-même à la peur. Et donc c'est pas du tout la même peur qu'on puisse avoir. C'est la différence si je suis dans la rue et je vois quelqu'un sur une corniche d'immeuble qui va bientôt sauter. Je suis spectateur passif, désespéré mais passif, tandis que si je suis sur la corniche avec cette personne-là et que j'ai la possibilité d'action, c'est pas du tout la même panique que je serais aussi paniqué, mais elle est d'une toute autre nature. Elle m'interpelle bien plus profondément. Et ça, on l'a vraiment senti dans les années 90. Moi, je travaillais dans un magazine qui s'appelait Mad Movies, qui est un magazine consacré au cinéma fantastique. On avait à une époque décidé de faire une liste des meilleurs films qui étaient paru depuis la naissance du magazine, donc depuis les années 70. Et sans se consulter entre rédacteurs, on a décidé vraiment immédiatement d'un commun accord qu'il nous fallait absolument mettre le jeu Silent Hill dans cette liste-là. Alors c'était pas uniquement parce que ce jeu nous avait effrayés et que donc il faisait forcément partie pour nous des meilleurs films d'épouvante qu'on ait pu voir. C'était vraiment parce que on avait bien senti avec ce jeu-là qu'on nous offrait quelque chose que le cinéma ne pouvait pas offrir de par sa structure même en fait, et qui était cette possibilité qui nous est donnée de plonger nous-mêmes dans ce qui nous angoisse et dans ce qui nous fait peur. Mais là aussi, je suis peut-être en train de m'avancer parce que ça nous mènera encore une fois à des... Voilà, on y reviendra. Ah oui, pardon, ouais, il y avait la question des figures aussi qu'on évoquait. Mais ça, ouais, en fait, je parlais tout à l'heure de jeux qui ne me semblaient pas politisés, mais plutôt psychanalysés. Il y a, bon, ça je le casse toujours parce que je pense que c'est absolument essentiel, mais donc il y a un essai de Sigmund Freud qui s'appelle L'inquiétante étrangeté, voilà, qui sur les mécanismes de la peur est d'une richesse incroyable et que je recommande systématiquement à tous les scénaristes, qu'ils soient de cinéma ou de jeux vidéo, comme vraiment une lecture indispensable sur voilà, comment la peur naît d'un objet qui devrait être un objet confortable, un objet intime, quelque chose vraiment sur lequel donc on a une totale maîtrise vis-à-vis duquel on peut complètement se lâcher. Et dès l'instant où cet objet se décale un peu, mais juste un tout petit peu, c'est là où l'angoisse... Ouais, c'est un texte vraiment essentiel de Unheimlich, donc vraiment le familier, hein, la question du familier pour Freud. Et donc c'est effectivement quelque chose où le sujet, et c'est souvent des choses d'enfance, c'est pour ça que c'est important, les poupées, toutes les choses rassurantes, maternantes, etc. Mais aussi les corps humains, hein, les clowns, tout ça.
Et tout d'un coup, il y a un petit détail, c'est ça qui est important, c'est un petit détail qui montre, qui fait hésiter sur la catégorie à laquelle il appartient et qui le rend non familier et qui est effectivement extrêmement angoissant au final, parce qu'on n'arrive plus à le classer dans une catégorie, parce qu'on fonctionne par catégorie, hein, avec non seulement vivants, non vivants, mais aussi familiers, non familiers, et les morts vivants, vivants, pas vivants, les poupées... doudou ou le pire, parce que c'est toujours aussi dans les cauchemars et les rêves, c'est comment les choses les plus proches sont aussi les plus dangereuses finalement. Elles peuvent se retourner très vite, comme la maman, enfin bon, après ça c'est toute la théorie psychanalytique. C'est vraiment effectivement important. J'aimerais juste rajouter une chose parce que ça va avec ce qu'a dit Hubert, hein, c'est ça, sur la question du rythme. L'article que j'avais fait sur les angoisses, il était basé sur une chose très simple, c'est pourquoi les gens arrêtent de jouer. Et c'était effectivement sur la question du rythme et de l'attention, et pourquoi le jeu devait susciter, parce que sinon, si un jeu est trop dur, les gens arrêtent, c'était le trop d'angoisse. S'il est trop facile, les gens arrêtent aussi, ils s'ennuient. Et c'était comment les structures vidéoludiques permettaient de maintenir un taux d'angoisse, d'appel aussi, suffisamment, c'est ce que j'appelle l'anxiogénèse, c'est-à-dire comment il va créer du challenge, de la difficulté, mais aussi des questionnements pour que le joueur continue à jouer et qu'il faut ni trop ni pas assez, sinon on s'ennuie. Et moi, je me rappelle comme ça, hein, Silent Hill, à un moment, je me suis dit, j'arrête, quoi, c'est trop, quoi. Oui, je l'avoue, moi aussi. Mais justement, sur un jeu comme Silent Hill, notamment, je pense au premier, toujours par rapport à ce Unheimlich, donc vous voyez l'insistance de lieux qui sont des lieux que le joueur connaît et dans lesquels il devrait se sentir bien. Ce sont des écoles et des hôpitaux, des lieux où on prend soin de vous, d'une certaine façon. Sauf que l'école, qu'on a tous vécu, dont on a tous un souvenir personnel très intime, donc plein de réservoirs à fantasmes dans lesquels piocher quand on joue, et ben cette école-là, vous la visitez sous une condition que vous n'avez a priori jamais connue. C'est la nuit, il n'y a personne, les lumières sont éteintes. Et donc, à moins de bosser dans l'enseignement, vous n'avez jamais vu une école comme ça. Et donc, avant même qu'il soit passé quoi que ce soit, le simple fait de devoir parcourir ces couloirs d'école où votre cerveau vous renvoie les odeurs, les sensations que vous aviez gamin, et en même temps, de l'autre côté, je ne connais pas ce lieu, je ne sais pas ce que c'est. Et là, tout d'un coup, vous avez un basculement. Le cinéma, curieusement, n'a pas utilisé à ce point ces lieux-là. Donc l'Silent Hill, voilà, c'est les hôpitaux. Les premiers ennemis que vous avez, c'est les infirmières. C'est vraiment la personne qui devrait, au contraire, être une figure rassurante. Simplement, elle ne bouge pas exactement comme devrait bouger un être humain. Voilà. Les bras à la place des mains, c'est la force de Silent Hill, c'est-à-dire le schéma corporel des monstres est complètement déformé. Donc ça aussi, c'est par rapport à la question du morcellement, un schéma corporel. Alors je ne parle même pas de l'homme pyramide, mais ces infirmières, elles sont effectivement très choquantes. Elles provoquent des angoisses presque viscérales de ce point de vue-là. Donc oui, là, c'est à se demander si effectivement les développeurs n'avaient pas en tête cet essai de Freud, tellement il semble suivre à la lettre la prescription, insister aussi sur des choses qui ont rapport à tout ce qui est organique, comme les toilettes, enfin bon, c'est très important. Alors on l'a vu aussi dans le Pity développé par Kojima, la démo là, qui avait circulé, où on démarre dans une salle de bain avec cette espèce de corps de bébé un peu difforme qui est à côté de nous. Enfin, avant même qu'il y ait la moindre action, on a un décor qui est familier, qui est un décor en plus sali. Donc, là, je ne vais pas faire le psychanalyste à deux balles, mais voilà, qui a un rapport à l'excrémentiel très puissant, qui est chargé d'angoisse. Et ce cri de bébé qui vous interpelle. Donc, vraiment, ces jeux-là utilisent au maximum ces figures-là, qui sont plus des figures, je dirais, psychanalytiques que traditionnellement gothique, on n'a pas vraiment beaucoup de jeux de vampires, ou en tout cas c'est des actionneurs, c'est pas des jeux qui ont prétention à faire peur. Dans la mesure où non pas vous interpellez le joueur, mais dans la mesure où vous demandez au joueur de s'investir quasi physiquement, en tout cas par transition physiquement dans le jeu, vous lui demandez de s'investir intimement. C'est l'intégrité de son corps qui est en jeu. Donc je pense que c'est inévitable de retomber sur des schémas psychanalytiques quand on fait du survival horror.
Moi, je voudrais revenir sur ce qu'Hubert Chardot a dit, ce que je trouve assez intéressant par rapport à l'histoire de l'horreur, c'est-à-dire qu'il nous dit finalement des choix de caméra, des choix de cadrage se font aussi en fonction des contraintes techniques et des capacités de calcul des machines. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve un peu quelque chose qui est au cœur du genre horrifique. Hein. On sait qu'il naît à Hollywood au début des années 30 dans un studio qui est la Universal, à un moment où on est dans la dépression post 1929 et on doit continuer à produire des films, mais à moins cher. Et c'est vrai que l'horreur a toujours été une solution économique, au sens où ça coûte pas cher à réaliser un film d'horreur. À part le porno, il y a rien de moins cher que l'horreur, parce qu'on n'a pas forcément besoin de grandes stars, parce qu'on n'a pas besoin forcément de grands décors. Tous les films de l'Universal sont tournés les uns dans les décors des autres. Il y a toujours des reprises. Frankenstein est tourné en partie dans les décors de Dracula. Dracula reprend des décors de l'Universal des années 20. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette idée-là à la fois dans Alone in the Dark, quoi, essayer de faire avec les moyens du bord, ou même dans la brume de Silent Hill, qui est à la fois l'idée de ne pas permettre aux joueurs de se projeter, de voir, d'avoir une vision de ce qui se passe au-delà, et en même temps d'être dans les contraintes de calcul de la machine de la PlayStation, on ne peut pas gérer non plus un espace ouvert immense, et va plutôt faire le choix de fermer l'horizon avec ce brouillard. Donc je trouve ça assez amusant finalement que l'horreur reste, que ce soit au cinéma, que ce soit en jeu vidéo, finalement toujours un genre qui correspond aussi à des productions, on va pas dire de série B, mais en tout cas qui doivent répondre à des contraintes économiques, des capacités. J'ai pas le sentiment qu'on ait des gros blockbusters d'horreur, par exemple. On a des jeux qui peuvent marcher bien, mais les gros blockbusters, ça reste des GTA, ça reste plutôt des choses qui sont dans la chronique sociale, dans le film spectaculaire ou les reprises du film spectaculaire, etc. Uncharted et compagnie. L'horreur, même dans les jeux vidéo, elle garde ce caractère de petite production. Oui, puis bon, le jeu vidéo, c'est quand même un moyen d'expression de l'image, si vous voulez. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas un process intellectuel. C'est de l'émotion. C'est comme la musique. Hein. À partir du moment donné où on tripote la manette et on sait déplacer l'avatar dans le décor, il n'y a pas beaucoup de films qui font peur, des films d'horreur qui se passent dans le désert. Si vous réfléchissez 5 minutes, il n'y a pas. Il y a une séquence chez Hitchcock avec un avion qui sulfate, et puis il y a les dents de la mer, et puis c'est tout. Tout le reste se passe en univers clos, avec des plafonds plus ou moins hauts, plus ou moins bas. En tout cas, on ne voit pas l'intégralité des choses. On ne gagne pas à voir les choses. Moi, c'est ce que j'avais... on avait pas mal parlé avec Frédéric Reynal et avec l'équipe. C'est jusqu'à quel point on doit aller, à un moment donné, d'en montrer des trucs. Et on avait la chance, nous, de ne pas pouvoir montrer les choses, parce que c'était pas possible. On ne peut pas faire péter un gros type au plafond qui a un ventre énorme, une sorte de bibendum comme ça, puis de le faire saigner. Donc, il fallait trouver d'autres machins. Et les autres machins, c'était on va écrire des textes que le joueur peut lire ou pas. Mais en tout cas, s'il les lit, quelque part, autour de lui, la vie continue dans la maison. Donc, il ne va pas les lire d'une manière complètement décontractée. Il va les lire un peu sous tension, parce qu'il peut peut-être se passer quelque chose quand il le lit. En même temps, ces textes ne racontent pas vraiment les choses. Ça arrête à des moments donnés quand ça devient trop affreux, parce qu'on laisse le joueur faire le reste, en fait. La boîte noire, elle est beaucoup plus forte que tout ce que vous pouvez montrer. Les gens qui jouent, les gens qui regardent un film, ou n'importe quoi, vous et moi, on est beaucoup plus intelligents qu'un scénariste, en fait. On sait très bien se faire peur soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir besoin des autres. Hein. Donc, si on actionne les bons leviers, ça marche. En plus, on avait un truc formidable avec Alone, parce que... Enfin, ça, c'est formidable, parce que ça jouait sur PC, et à l'époque, les PC n'étaient pas très puissants, et ceux qui jouaient, c'était des ados, quoi. C'est pas des gens de 30 ou de 40 ans, c'était des mômes. Moi, j'étais le plus âgé de l'équipe, je suis même plus âgé que le patron de la boîte. Et le titre du jeu, c'est exactement comme ça que les gens le jouaient. Quand ils le jouaient, ils étaient seuls dans le noir. Vraiment. Ils étaient en plus en situation de jeu telle que le titre l'indiquait.
On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. À moins d'aller voir les dents de la mer dans une piscine, on peut pas faire mieux. Justement, je vous propose de revenir plus longuement sur Alone in the Dark et notamment son écriture. Donc, je vais vous proposer une nouvelle série d'extraits. This? What's going on here? Alors, Monsieur Chardot, par rapport à Alone in the Dark, comment, en tant que scénariste, vous avez envisagé l'écriture de ce jeu déjà? Est-ce que vous aviez déjà une expérience d'écriture pour le jeu vidéo? Et après, il y a une grande, pour moi, référence à la chute de la maison Usher de Poe dans Alone in the Dark, mais aussi à Lovecraft, par l'intermédiaire de certaines créatures, et aussi au rapport qu'il y a chez Lovecraft à ce qui ne peut pas être montré, ce qui ne peut pas être dit. Comment est-ce que vous avez abordé ce travail d'écriture? J'ai rien abordé du tout. C'était plus simple. Je faisais complètement autre chose avant de faire du jeu vidéo. Et je me suis retrouvé au chômage. Et quelqu'un connaissait le patron d'Infogrames. J'écrivais des choses et des machins. Et en fait, il avait besoin de quelqu'un qui connaissait un peu Lovecraft pour écrire un jeu d'aventure qui s'appelait Shadow of the Comet. Bon, je suis rentré là-dedans, je n'y connaissais pas rien, je veux dire, absolument rien. Et je suis tombé avec des gens formidables. C'était génial, c'était du rock'n'roll. Moi, je suis venu avec ma cravate et mon attaché-caisse rasé et tout. On m'a dit, allez voir les mecs, là, ils ont peut-être besoin de vous. Et les mecs étaient en short, avec des posters, des figurines. Ils écoutaient les trucs que j'écoutais aussi. Et je commence à parler avec eux. Ils me disent ce dont ils ont besoin. Puis je rentre à la maison, je commence à taper un truc. 2-3 jours après, je vais revoir le patron d'Infogrames, Bruno Bonnel. Je lui dis, voilà ce que j'ai fait. Et il me dit, écoute, va leur montrer. Et puis voilà, quoi. Alors, je suis leur montrer. Ils m'ont dit, c'est ce qu'on cherchait. Et je suis rentré comme ça. Et en fait, au bout de 3 semaines, 1 mois de travail, Bruno m'appelle et me dit, ils sont coincés sur Alone à 2 étages au-dessous parce que ils avaient un gars qui avait commencé à écrire une histoire et c'était un rôliste. Et en fait, ils travaillaient à côté et ils n'arrivaient pas à faire avec lui quelque chose d'utilisable, si vous voulez. Ça les ralentissait, en fait. Et ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. Bon, voilà. Alors, j'arrive et puis ils me montrent un peu ce qu'ils ont fait, ils m'expliquent. Alors, je commence à discuter avec eux, puis je dis, écoutez, moi, il y a des trucs qui me semblent intéressants. En plus, Bruno veut faire quelque chose qui soit un peu Lovecraft. Après, il m'a demandé d'ailleurs d'aller voir les gens en Californie de chez Chaosium pour leur dire c'est pas un jeu Lovecraftien. Parce que Infogrames avait signé un contrat avec les gens de Chaosium et devait leur donner des sous chaque fois qu'on vendait une boîte. Et comme Alone,
quand ça a commencé à se savoir et que les gens ont commencé à jouer, à dire c'est génial ce truc, etc., l'odeur de l'argent est arrivée, donc il fallait plus que ce soit un jeu Chaosium. Donc moi j'ai été dépatouiller cette histoire. Mais en attendant, comment est-ce qu'on fait? Donc voilà. Honnêtement, ce qu'on a fait, il y avait le grenier qui existait, et puis un peu l'intro, et puis en gros les décors en dessous. Donc on avait déjà une circulation dans l'espace. Et je leur ai dit, on va découper ça en actes comme au cinéma. On va faire un acte par jour. Moi, je m'y engage à l'écrire. Et je vous l'amène, vous le lisez, on corrige, et le lendemain, on fait le deuxième acte. Ce qui fait que le scénario formidable, pensé, machin, a été fait en 3 jours. C'est vrai, hein, discussion comprise avec l'équipe, et c'était génial. Parce qu'on nous foutait la paix, parce que moi, j'ai vu Bruno Bodel, le patron, se faire virer du studio de travail. En disant, viens pas nous embêter, on est en train de travailler, etc., etc. Je me rappelle, on avait eu un marketeur qui était arrivé, un mec qui venait de chez Danone avec une cravate, vous savez, la pire des choses qui puissent tomber sur un projet, et avec la vermine, et qui voulait changer le titre du truc, quoi. Et on regardait ce zombie qui arrivait de nulle part, parce qu'il avait travaillé chez Danone, il vendait des danettes, hein. On se disait, mais c'est pas vrai, c'est pas ce type-là qui va s'occuper de nous, c'est pas possible. On sait ce qu'on veut, et effectivement, les références étaient Lovecraft, étaient Edgar Poe. Au niveau du cinéma, elles étaient bien sûr aussi dans Les Maisons Maudites, dans The Haunting, qui est un film merveilleux, dans Psychose aussi. La maison de Psychose est un vrai détonateur. Il y a une vraie circulation freudienne dans la maison de Psychose. La chambre du haut, c'est la chambre du gamin quand il était môme, et en bas il y a la mère qui est morte, c'est la cave. C'est à tomber par terre quand on regarde ça de ce point de vue-là. C'est un truc de fou. Et ça a été des vraies sources d'inspiration pour moi quand je travaillais, parce que on doit immerger vite le joueur dans un univers. Quand on a affaire à des choses comme effectivement une école, un hôpital, des lieux familiers dans lesquels on est déconnecté, si un jour vous voulez vraiment avoir peur, regardez les photos de Tchernobyl. Il y a plein de photos de Tchernobyl maintenant. Les intérieurs et tout, c'est terrifiant. Parce que c'était abandonné comme ça. Et ça, c'est devenu sauvage. C'est terrible. C'est un vrai décor de jeu d'horreur, ça, Tchernobyl, en vrai. Et là, c'est la mythologie de l'horreur. C'est la maison maudite, avec le sorcier en dessous. Donc, il fallait se raccrocher à ça et se dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas va jouer, il faut qu'il puisse s'y retrouver. Ce que je vais vous raconter, c'est vrai, je raconte vraiment pas de mensonges, hein. La chose qui m'a fait le plus plaisir sur Hollande, je vais vous le dire. Bruno, après derrière, m'a envoyé aux États-Unis pour discuter avec les gens de Chaosium et tout, et c'est la première fois de ma vie que j'allais en Californie. Et le premier soir, je vais sur la 3e à Santa Monica. C'est une rue piétonne avec des mecs qui vendent des bouquins, des disques, les flingues de Blade Runner, les trucs comme ça, si vous voulez, les trucs de fou. Waouh, le pied. J'achetais un tas de choses et à la caisse, il y a un mec qui joue à un jeu vidéo. Un mec vachement jeune, 18 ans, et il joue à Alone. Et je vois ça, je dis c'est pas possible. Et je lui filme machin pour payer. Puis avant de partir, je dis ça vous plaît ce jeu? Et il me dit ouais, c'est vachement bien, c'est superbe. Et je dis vous savez, c'est moi qui l'ai écrit. Il m'a regardé, vous me prenez pour un con, c'est un jeu américain. C'est le plus beau compliment. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Il s'était approprié. Il croyait que c'était un jeu américain. C'est génial. Moi, j'étais 2 fois de ma vie à New York. Tout le reste de ce que je connais de l'Amérique auparavant, c'était vraiment le cinéma ou la littérature. Enfin, c'est vraiment une connaissance pas intime. C'est une connaissance culturelle, par ricochet. J'ai jamais baigné dedans. Et qu'on puisse me prendre, moi, quelque part, pour le clampin de base américain qui ait pu écrire ou participer à un truc pareil, c'est un super compliment. C'est génial. Et c'était incroyable. À faire, c'était une facilité déconcertante, vraiment déconcertante à faire. Techniquement, c'était très très dur. Frédéric Rénal, Chanfray et toute l'équipe en ont vraiment bavé du rond de chapeau. Fred avait du mal à arriver à coder ce qu'il avait vu
quelque part, parce que c'est lui qui a eu la première vision de ça. Et le titre a été donné par Bruno, et moi je suis arrivé vraiment pratiquement 1 an et quelques après que les travaux ont commencé, mais je suis arrivé au bon moment en fait. Mon seul talent, c'était de pousser une porte un jour, ni plus ni moins, vraiment. Parce que c'était tellement formidable de faire ça pour moi, et ces gens-là étaient tellement merveilleux que, je veux dire, c'est une expérience formidable, c'est comme travailler avec les Beatles, c'est génial. Voilà. Merci. Donc juste rapidement pour resituer un petit peu les jeux, Alone in the Dark est sorti en 1992, Resident Evil 1 en 1996 et Silent Hill, premier du nom, en 1999. Quant à l'entreprise Chaosium que M. Chardot a mentionné, c'est une entreprise qui publie le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui place donc en général les joueurs dans le rôle d'investigateurs, avec des figures comme le détective privé, l'antiquaire, le bibliothécaire, qui sont assez récurrentes dans la littérature de Lovecraft. Par rapport à Alone in the Dark, juste pour revenir dessus, à quel moment s'est décidé le fait que le joueur pourrait incarner au choix un personnage masculin ou un personnage féminin, un détective privé ou une proche du propriétaire du manoir? Alors, ça c'était le départ. En fait, si vous jouez le jeu, vous pouvez d'une part éviter tous les combats. Vous pouvez boucher les fenêtres, les trappes, fermer les portes et tout. Vous n'êtes pas obligé de vous battre. Ça, c'était une des premières trucs. Et il fallait pouvoir jouer une femme. Parce que à l'époque, les filles ne jouaient pas. Et Yael Barroz, qui était la compagne, et qui est toujours d'ailleurs la compagne de Frédéric Reynal, et qui était designeuse du truc, trouvait ça... Enfin, il y a que des mecs. Donc, l'autre seule femme, d'ailleurs, on a vu un de ses jeux, c'est la femme de Sierra. Il faudra lui rendre hommage un jour, qui a fait King Quest, etc., qui a fait Fantasmagoria. Bon, le jeu vidéo, c'est quand même une profession qui est largement homosexuée. Et donc là, c'était de jouer une femme. Et si vous jouez la femme, c'est génial parce que en combat, vous êtes beaucoup plus fort que l'homme parce qu'elle a plus grandes jambes. Alors, vous flanquez des coups de latte aux zombies, vous les tuez plus facilement. C'est génial. Mais peu de joueurs jouent la femme parce que majoritairement, c'est les garçons qui jouent à ça. On n'est pas arrivé à cette époque-là, on n'arrivait pas à faire jouer les filles, les femmes. Maintenant, c'est la majorité des joueurs, je crois, les femmes. À l'époque, pas du tout. Et honnêtement, les studios de développement ou les équipes de développement, c'était... Moi, je sais pas, à Infogrames, il y avait 5-6 filles, 5-6 femmes. On serait que dans une caserne, quoi. Moi qui ai fait le service militaire, je n'étais pas trop dépaysé, mais il y a longtemps. Mais pas de dortoir. Et quoi qu'on dormait là-bas quand même. Hein. C'était intense. Hein. Les mecs arrivaient tard, mais je me rappelle à la fin, honnêtement, on bouclait à 3-4 heures du matin, quoi, tous les jours. C'était un gros travail. Mais on était porté par le truc. Parce qu'il y a une dynamique de groupe qui se fait. C'est un vrai travail d'équipe, vous savez. C'est très compliqué de dire que quelqu'un peut revendiquer le jeu. Effectivement, il y a 1 ou 2 auteurs, peut-être, c'est clair, mais réellement, c'est un travail d'équipe. Et en plus, ce travail d'équipe crée une dynamique qui fait que les talents individuels sont multipliés par la réunion de ces gens-là. Le jeu n'est pas seulement la résultante de l'addition des talents individuels. C'est les talents individuels plus quelque chose en plus. Ça crée un truc en plus, en fait, quand ça fonctionne. Et c'est magique. Et puis des fois, ça ne fonctionne pas, puis c'est juste un cauchemar. Et là, c'est les développeurs qui ont peur, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Parce que vous n'êtes pas sûr de votre coup. Hein. Honnêtement, Alone, ça a été une vraie grosse surprise. On l'a senti venir. Hein. Ce serait faux de dire qu'on était étonné. On savait qu'on tenait un truc intéressant. Mais sur les salons déjà, la presse aussi, mais c'est après à la vente. On ne s'attendait pas à ça. Franchement, même Bruno ne s'attendait pas à ça. Il savait qu'il tenait quelque chose d'intéressant entre les mains commercialement, mais c'était démentiel. Et honnêtement, le coup de prendre un fusil à pompe et d'avoir le bruit du fusil à pompe dans un film a fait énormément aussi. En fait, l'addition des petits détails font que il y a quelque chose en plus qui s'est passé, quoi. Et on n'a jamais pu réitérer le truc. Moi, je me suis occupé du 2, du 3. Après, c'est passé en d'autres mains. Avec plus ou moins de bonheur, la question n'est même pas là, mais on n'a jamais pu réussir ça. Parce que c'était plus là. C'est comme l'amour. Vous le tenez, puis il s'en va. Et puis après, vous en cherchez un autre. Puis voilà. Mais la vie continue. Et au niveau du gameplay,
À quel moment les énigmes ont été intégrées au jeu? Est-ce que c'est plutôt par rapport au scénario ou au gameplay? Je place les énigmes parce que c'est quelque chose qui est très récurrent et dans Resident Evil et dans Silent Hill. Donc à quel Ouais. moment est-ce que vous avez choisi d'intégrer ça à Alone in the Dark? Non, mais ça, les énigmes, d'abord, c'est les problèmes de passage pour valider le passage du joueur d'un endroit à un autre et pour, à des moments donnés, aussi l'empêcher de revenir en arrière. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'intro, là, on sent bien que la machine à RAM, pour afficher un peu la suite des événements, que on n'a pas de fluidité, si vous voulez. On passe d'un plan à un autre d'une manière relativement sèche, mais en faisant en sorte que le joueur puisse pas avancer trop vite. Sinon, à l'époque, la machine n'avait pas le temps de le calculer réellement. Donc, à des moments donnés, il fallait bloquer le joueur. Et il fallait trouver des énigmes qui soient aussi en rapport avec ce truc-là, et aussi par rapport au rythme. Parce que, en fait, vous devez quand même, une fois que vous avez immergé, vous êtes sur une intensité dramatique au départ, en fait, comme pour un film. Bon, cette intensité dramatique, elle peut pas être à zéro. C'est pas vrai. Parce que le joueur l'accepterait pas, puis c'est pas comme ça dans la vie. Donc vous devez commencer à un certain niveau. Donc vous devez annoncer les choses avec un petit peu de narration, on va dire, mais pas trop quand même. Parce que le joueur, ça peut le lasser. Alors à quel moment donné on arrête, ou à quel moment donné lui-même fait le truc. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais c'est lui qui choisit. En revanche, en haut, dans la première pièce, on a commencé à donner un rythme. Si vous voulez, le rythme était que, une fois qu'on est dans le grenier, on peut visiter le grenier complètement sans aucun problème. Et on a un timer sur le monstre qui arrive par la fenêtre. C'est le premier monstre. Mais on peut éviter le monstre qui arrive par la fenêtre en poussant l'armoire devant la fenêtre. Ensuite, il y a le monstre mort-vivant qui sort de la trappe. Et là, on peut l'empêcher de monter en poussant la malle sur la trappe. En tout cas, ce qu'on doit récupérer, c'est le papier qui est caché derrière le piano et qui valide le début de la quête. Et en même temps, on peut récupérer dans la malle le fusil à pompe et les cartouches sont derrière le piano, si je ne m'abuse. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué parce que je vous parle de souvenirs. Voilà. Et là, vous avez déjà une courbe, si vous voulez, de quête à résoudre, d'intensité dramatique et de mouvement à faire. Vous avez déjà un rythme, comme en musique. Donc, si vous partez comme ça, est-ce que après, derrière, vous allez l'accélérer ou le ralentir? C'est comme de la musique. Et après, vous composez avec ça. C'est aussi bête que ça. Et si le joueur suit le rythme, pour lui, waouh, c'est bon, il est rentré, il est immergé, c'est bon, on l'a eu. Il a fait les 5 actions de base qui vont se retrouver dans tout le jeu. Il a chopé le rythme et là, il va savoir quand il doit s'arrêter, il va savoir quand il faut respirer, il va presque même anticiper où sont cassées les choses parce que c'est gros comme les milieu de la figure. Il faut qu'il le sache, il faut qu'il le voie, il faut qu'il le sente et que quand il le découvre, non seulement il soit content, mais que ce soit encore pire que ce qu'il croyait. Et là, vous l'avez eu, il est OK, c'est fini, vous ne lâcherez plus. Il est cuit. C'est génial. Merci beaucoup. Par rapport à Resident Evil, on a les mêmes choix à certains égards, on a aussi des énigmes. Il nous est offert au début d'incarner ou un personnage masculin ou un personnage féminin. On a la même gestion, à peu de choses près, de la caméra. À quel point, selon vous, Resident Evil est dans la filiation de Alone in the Dark et à quel point il s'en éloigne également? Donc c'est plutôt une question ouverte à ce niveau-là. Bah oui, à tous les points. Enfin, le Biohazard, je pense que c'était de notoriété que ça a vite été reconnu que Alone in the Dark avait posé toutes les bases. Ce qu'il y a d'intéressant sur ces deux jeux par rapport aux contraintes techniques, donc les façons de les contourner, c'est aussi en quoi elles contribuent à créer les atmosphères de ces jeux. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir recourir au dialogue vous oblige, pour des tas de raisons, à un personnage muet. Donc, ça se joue seul, ces jeux-là. Donc, comme on l'a dit, Alone in the Dark, donc on se met en plus en condition chez soi pour y jouer. Et on est investi dans un personnage qui ne parle pas, parce que soi-même, on ne parle pas. Ce qui veut dire que toutes les informations sonores vont prendre une importance démesurée. Le moindre petit craquement
d'armoire derrière vous et sera chargé de sens. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans Resident Evil. Les problèmes de téléchargement vont obliger à trouver des moments où la machine doit charger, donc ça sera dans le passage d'une pièce à une autre. Donc c'est les fameuses portes qui vont très célébrer dans les Resident Evil. Je ne sais pas si c'était calculé par les développeurs, mais l'effet est qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvrait, c'était un instant d'angoisse qui montait parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver derrière. Déjà, c'est la machine. Non, mais voilà. On a vraiment dans le dialogue technologique avec la machine des choses nouvelles qui se mettent en place. Et je pense que si on avait dans les jeux suivants où on pouvait passer plus rapidement d'une pièce à l'autre, ça nous manquait presque en fait de ne pas avoir cet instant d'anticipation angoissée qu'on pouvait avoir sur le premier Resident Evil. Oui, les deux d'ailleurs, des fois quand on fuyait, c'était le refuge, la porte, on était, je vais pouvoir souffler, et quand on était tranquille, on ne savait pas, et ça dépendait de comment on était armé ou pas armé, donc toujours cette question proie-prédateur. J'aimerais, alors voilà, on parle que de Resident et Alone in the Dark, on parle tout de suite de Silent Hill. Parce que là, je voyais quelque chose qui me paraissait intéressant dans le chemin au départ. Alors, j'ai pas joué ou très peu à Alone in the Dark, et là, c'était le début qu'on voyait. Or, dans Silent Hill, il y a le 2, qui pour moi est le meilleur des Silent Hill pour moi. Il y a cette scène qui est l'entrée dans le monde de Silent Hill, où on descend un chemin et on a tout le temps, on marche, et qui est très long, qui est une phase qui est assez intéressante parce que la question de l'intensité dramatique se pose, et en même temps, c'est un moment capital pour le lien avec le personnage et l'entrée dans le monde, une véritable immersion qui se passe pendant ce moment où vous marchez et vous vous immergez tranquillement, doucement. Et là, je voyais aussi ce chemin pour aller à la maison qui me semblait assez similaire dans ce point de vue-là. Et c'est un moment intéressant parce que c'est là où Silent Hill notamment, mais aussi Resident et aussi Alone, c'est pas le jump scare, la peur comme les jeux d'action, etc. C'est vraiment une angoisse, une ambiance pesante, vraiment pesante, continue, qui va peser sur le joueur et qui me semble sur aussi ces liens avec le personnage qui se tissent dans des moments d'intimité où on sent que, on le voit dans Shadow of Colossus aussi, par exemple, quand c'est désert, c'est-à-dire il n'y a que le personnage et moi, il n'y a que lui et moi. Et ces moments-là sont, je trouve, pour l'attachement au personnage et pour l'entrée dans le monde. Parce que, alors nous, on appelle l'angoisse de perte. C'est l'angoisse de perte, c'est-à-dire tout ce qui va être dépressif, c'est-à-dire vide, mort, qu'on peut ressentir dans ces univers-là, comme vous évoquiez Tchernobyl aussi. Tous ces moments-là où c'est déserté, il n'y a plus d'humains à part nous deux, et ça augmente la qualité de l'angoisse en tout cas, et met en contraste la suite également. Et une autre chose, c'est la question qu'on a évoquée, c'est le manque de sens. Et là, au contraire, Resident Evil, on ne se pose pas trop de questions. On connaît les zombies, le virus, etc. Ça va, c'est pas trop de questions. Silent Hill, Alone in the Dark aussi, pose des questions beaucoup plus intéressantes. Des fois, il y a une trame narrative. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On ne comprend pas ce qui se passe. Et cette perte de sens, elle est extrêmement angoissante aussi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ici ? Ça n'a aucun sens. Et ça provoque chez le joueur, étrangement, beaucoup d'angoisse, mais aussi de la violence. Parce que devant cette confusion mentale, peut finalement détruire les monstres, frapper les monstres peut être un moyen aussi de se débarrasser de cette confusion, de réduire quelque part le problème en éliminant la question, quoi, quelque part. Et ça, c'est dans les moments où les joueurs craquent. Dans les entretiens que j'ai faits, les joueurs de Silent Hill notamment, quand ils n'en peuvent plus, ils se livrent à des actes de violence. Ils attaquent tout, ils font n'importe quoi, ils n'en peuvent plus, quoi, avant d'arrêter en général. Il y a aussi tout le jeu de l'anticipation du joueur qui rentre en compte, enfin qu'il faut prendre en compte.
Donc déjà, il faut en prendre en compte au cinéma, savoir que le spectateur est de toute façon plus intelligent qu'on ne l'imagine, et donc le prendre à son propre piège, le laisser imaginer des choses pour pouvoir justement retourner la situation, puisqu'il va avoir tendance à se reposer sur son vécu, sur les films qu'il a déjà vus par le passé, et dans un jeu, très vite, la mécanique du jeu va lui apparaître. Il va commencer à comprendre. Donc sur un Resident Evil, très vite, vous comprenez que la façon avec laquelle vous passez d'un plan à un autre, comment dire, est une façon aussi de retrouver votre zone de confort. C'est-à-dire que vous savez que si vous n'avancez pas au-delà de cet endroit-là, le plan ne changera pas, que du coup ça ne va pas déclencher l'adversaire qui est dans le plan suivant, etc. On avait ça dans Alone in the Dark, justement, où il y avait une espèce d'oiseau dinosaure là, qui n'apparaissait en fait que si on allait dans le coin d'une pièce. Voilà. Donc, si on reste à sa place et qu'on fait rien, à un moment donné, voilà. Et donc, du coup, le joueur va comprendre ces mécanismes de jeu, et donc il faut parvenir à jouer sur son anticipation pour le prendre à son propre piège. Et là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà. Donc, je passe le micro. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Alone in the Dark est un jeu français qui passe pour un jeu américain auprès des joueurs américains et qui s'inspire de la littérature gothique, de la littérature fantastique anglo-saxonne. Resident Evil est un jeu japonais qui lorgne du côté du cinéma d'horreur américain, et puis Silent Hill également décide de placer son action sur le territoire américain en projetant ailleurs l'horreur, quoi. Et c'est vrai que c'est un mécanisme fort du cinéma d'horreur, en tout cas du cinéma d'horreur originel, quoi. C'est-à-dire que très souvent, l'action se passe en Europe, en Transylvanie, à Londres, en France, si je pense à Murders in the Rue Morgue de Robert Floret, parfois dans des îles africaines. Donc c'est vraiment étonnant de retrouver des mécanismes comme ça qui semblent se rejouer de média en média. L'horreur, ok, mais c'est une horreur qui est ailleurs, qui probablement, sous le coup de l'analyse, dit aussi quelque chose de la société japonaise ou de la production française du début des années 90. Non, mais je voulais savoir, Hubert, comment vous aviez-vous perçu l'arrivée de Resident Evil? Est-ce que vous avez dit vraiment ils nous ont escroqués? Qu'est-ce qu'on a pensé chez Infogrames et chez les responsables de Alone in the Dark? C'était très compliqué parce que il y avait de dire c'est de la pompe, hein, au moins sur le cœur du jeu en fait, les mécanismes et comment ça fonctionne. En même temps, moi quand j'ai travaillé là-bas et je discutais de ça avec eux, je disais mais on est à Hollywood, vous vous rendez pas compte qu'on est en train d'être à Hollywood là dans les années 20, que même le parlant n'a pas encore été inventé, donc tout le monde se pique tout. C'est normal. Ils sont appropriés ce truc-là, et le jeu est brillant. Resident Evil, c'est un jeu qui est brillant. Il est plus brillant que l'autre parce que technologiquement, il a plus de ressources, parce que les machines sont déjà plus puissantes. Il est pensé réellement aussi pour la console, et un de leurs coups de génie, c'est la sauvegarde automatique. Réellement, il y a une très bonne gestion des objets, de la sauvegarde, etc., une super ergonomie et une richesse visuelle que nous on ne pouvait pas faire et qu'eux ont réussi à faire, et que ils avaient mis les moyens pour le faire. Si vous prenez les génériques des 2 ou 3 premiers Alone, c'est éthique. On est 12 clampins. À 12 clampins, même si on est formidables et géniaux, et j'en suis la meilleure preuve devant vous, hein, tous les matins je me réveille avec une tête énorme, j'ouvre des sacs de courrier, des fans hurlent sous mes fenêtres, mais eux étaient 4 fois plus. Donc de toute manière il y a une puissance de tir au niveau de la prod qui est là. Donc ouais. C'est la loi. C'est comme si vous faites King Kong avec une peluche et puis qu'à côté, vous avez Samuel Jackson avec 200 millions de dollars. Vous êtes mal barré. Voilà quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, si le mec qui anime la peluche est très fort en image par image, ouais, c'est très joli, ça fait marrer les enfants, mais si en même temps, à côté, vous avez quelqu'un qui met d'énormes moyens là-dessus, et puis que la peluche, vous avez l'impression qu'elle mesure 150 mètres de haut et qu'elle est là, ouais, ça fait une sacrée différence. L'immersion n'est pas la même, c'est tout. Et l'univers, en plus, était beaucoup plus grand sur Resident.
Alone, si vous jouez la femme et que vous lancez, enfin, et que vous avez le bon coup de pied, honnêtement, en 10 minutes, en 13 minutes, ça se fait. En 13 minutes, vous avez fait tout le jeu. C'est très petit. Alone, on dirait pas. C'est minuscule. C'est un petit truc. C'est un petit bijou qui a besoin d'un petit écran. Resident, ça commence déjà à être une bonne production. Hein. Ils sont quand même bien une quarantaine à travailler dessus, hein, si on regarde le générique. Et beaucoup plus longtemps, avec plus de moyens, et voilà quoi. C'est du genre. Hein. En France, on a du mal avec le genre. Il n'y a pas à tortiller. On ne sait pas faire ça, on n'aime pas faire ça, même si on est très fort. Hein. On préfère faire des choses plus intellectualisées, moins. Voilà. Si on veut faire du genre, c'est pas ici que ça se passe. Si vous voulez faire des westerns, de l'horreur, ce que vous voulez, machin, mais c'est pas ici qu'il faut le faire. Ni en cinéma, ni en jeu vidéo. Ça marche pas. Voilà. C'est comme ça. On n'a pas le. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu être Hollywood en France. C'est dommage. Pour l'anecdote, on l'a été. Hollywood s'est construit, je sors complètement du cadre, mais Hollywood s'est conçu pour résister à l'hégémonie du cinéma français aux États-Unis. En fait, à l'époque où 50% des films qui sortaient aux États-Unis étaient des films français. Ça m'est revenu la question d'anticipation, en fait, donc de prendre en considération l'idée que le joueur est très actif mentalement quand il joue à ces jeux-là. Je pense que c'est pas un hasard si ce sont souvent des jeux à énigmes d'ailleurs, parce que c'est une façon aussi de l'occuper, de lui occuper son esprit, mais il tentera toujours de prendre de l'avance, justement pour calmer son angoisse et sa peur. Il faut qu'il puisse anticiper. Donc il sera tout le temps en train de penser à ce qui se passe après et à essayer de comprendre les mécanismes du jeu. Il y a un exemple dans Silent Hill 2 qui pour moi est vraiment très parlant de tout ça et qui en plus nous donne typiquement un exemple de ce qui ne peut pas être fait dans le cinéma pour des questions notamment de temps. C'est un passage où vous devez aller chercher un objet, je ne sais plus lequel, dans un hôpital. Et vous êtes au rez-de-chaussée et toutes les portes, la plupart des portes sont fermées. Arrivé à ce moment du jeu, vous commencez à comprendre que les portes qu'on ne peut pas ouvrir, c'est la seule façon qu'ont trouvé les développeurs de créer un chemin artificiellement pour vous mener là où ils veulent. Donc vous acceptez un peu ce deal-là. Donc vous allez directement vers l'ascenseur parce que toutes les portes sont fermées. Et dans cet ascenseur, il y a 3 étages à l'hôpital. Donc il y a 3 boutons, 1, 2, 3. Donc vous appuyez sur le premier. Vous allez au premier étage, et au premier étage, le couloir est fermé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Bon, ok, vous revenez dans l'ascenseur, vous appuyez sur le deuxième bouton, deuxième étage, le couloir est fermé, la porte ne s'ouvre pas. Ok. Donc vous réfléchissez un instant, vous dites, ah d'accord, j'ai compris, en fait ils veulent que je monte au 3e étage, et du coup là je devrais redescendre pour enfin arriver à la pièce où je dois aller. Donc vous allez au 3e étage, déjà victorieux, parce que vous avez bien anticipé votre truc, et au 3e étage, la porte est bloquée. Et là, forcément, vous êtes un peu quoi donc vous vous dites, j'ai dû manquer quelque chose. Donc vous redescendez, vous allez redescendre au rez-de-chaussée parce qu'il y a probablement une porte qui devait s'ouvrir et vous ne l'avez pas vue. Là, je suis en train de vous parler d'une demi-heure de jeu. Évidemment, dans un film, vous ne pouvez pas avoir une demi-heure. Donc ok, donc puisque toutes les portes sont fermées, je vais redescendre au rez-de-chaussée. Et là, vous rentrez dans l'ascenseur à nouveau et il y a un 4e bouton. Et sans exagération, moi j'ai dû passer 2 minutes à regarder ce 4e bouton, sans rien faire, sans appuyer sur aucun... Voilà. Complètement sous le choc. Et cet effet-là, qui est un effet vraiment qu'on pourrait croire cinétique, il est impossible à concevoir dans le cadre d'un film. C'est vraiment, il n'y a que l'interaction proposée par le jeu vidéo qui peut vous mener à ce point de vous prendre à votre propre piège de l'anticipation pour créer une angoisse stupide, parce que c'est juste un bouton qui est en face de vous. Mais vous projetez tellement de choses abominables sur ce bouton-là, que voilà. Donc ça pour moi c'est un exemple extraordinaire de ce que le gameplay de ces jeux a pu créer de totalement nouveau dans tous les médias narratifs qu'on connaissait auparavant, quoi. Merci. Et pour conclure cette partie, il y a une question qui est un peu facile à poser, c'est est-ce que ces jeux font toujours peur ? On a évoqué justement avec votre réponse la différence entre Alone in the Dark et Resident Evil au niveau technologique. Est-ce que Resident Evil a pu faire plus peur que Alone in the Dark parce que les graphismes étaient plus photoréalistes par exemple ?
Est-ce que du coup ces jeux sont moins effrayants maintenant avec l'évolution des capacités des machines, par exemple? Honnêtement, enfin, je sais pas, j'ai pas rejoué à Alone. Je viens de revoir les choses, là, ça fait facilement 15 ans que je les ai pas vues. Je pense pas que ça puisse. Enfin, c'est difficile à dire en fait. Il y a une vraie. On m'enlèvera pas l'idée que les gens qui jouent à ces jeux ont envie d'avoir peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement bien d'avoir peur. Ça fait. Quelque part, ça doit faire plaisir. Sinon, les gens achèteraient pas des jeux qui font peur ou iraient voir des films de terreur. C'est pas vrai. Donc, on a besoin de ça. Moi, je pense que oui, ça a vieilli, évidemment. En réalité, moi, je pense que si on veut s'autosuggestionner et dire je vais avoir les jetons, je pense qu'on peut encore avoir peur en jouant à Alone ou en jouant. Enfin, si on pouvait encore y jouer, on doit pouvoir y jouer avec un émulateur, peut-être. Ou à Resident Evil, je pense que oui, on peut encore avoir les jetons. Oui, faut jouer le jeu pour avoir peur. On est bien obligé de jouer le jeu, sinon ça vaut pas. Sinon, on joue pas. On est. C'est même pas une question de graphisme, ni de bande son, même parce que en l'occurrence, je pense que la bande son de Resident Evil a beaucoup joué aussi. Elle a été largement plus perfectionnée que celle de Lone. Et c'est même pas une question même de figure que vous mettez en scène. Moi, je me souviens que mon fils a joué au jeu Toy Story 3. Et je pense pas que ce soit le désir des concepteurs, mais il y a une partie du jeu qui est vraiment flippante, qu'il n'a pas pu faire, et j'ai essayé de le faire pour lui, et en le faisant, je me dis, quand même moyennement rassurant ce truc, parce que comme beaucoup de jeux de type platformer, il y a à un moment donné la maison hantée, type Luigi's Mansion si vous voulez, sauf que tous les éléments étaient réunis, tous ceux dont on parle depuis tout à l'heure se trouvaient dans ce niveau-là. Déjà le décor de type maison, bien sûr, de type maison hantée, mais aussi ces portes derrière lesquelles vous ne pouvez pas voir, une espèce de phonographe qui tourne en boucle de très éloigné, donc un son. Vous ne savez même pas pourquoi, qui joue ce disque. C'est une chanson des années 50 qui s'appelle Grim Grinning Ghost, qui est une chanson assez extraordinaire, qui a un peu inspiré le style de Danny Elfman depuis. Et en plus avec le côté, le disque un peu, qui craque un peu, etc. Et je crois qu'il y avait des passages en première personne dans le truc à un moment donné. Donc, tout était là, en fait, pour vous mettre dans la même condition que vous retrouvez dans ces jeux-là. Et du coup, ce jeu pour enfants se retrouve avec un niveau vraiment flippant. Donc, c'est les mécanismes qui créent la peur plus que le visuel, je vais dire, ou même, quelque part, le scénario. Le scénario, c'est un guide, si vous voulez. Mais la peur elle-même, elle est dans l'interaction que vous allez avoir avec cet environnement. Oui, je crois que c'est surtout la question d'accepter l'immersion, c'est-à-dire ce qui se passe. Bon, alors je parle pas des gens qui rejouent, c'est-à-dire moi j'ai joué à ce jeu-là, donc qui rejouaient, ça me ferait effectivement pas la même chose. Après, des jeunes de 12 ans qui jouent à Resident, le seul accro, c'est est-ce qu'ils ont une répulsion vis-à-vis du jeu qui empêche leur immersion. Mais une fois qu'ils ont accepté que le jeu est comme il est et que le graphisme n'est pas un problème, ils sont partis. C'est ça le problème. Vu qu'eux, ils sont effectivement... c'est au niveau de la qualité graphique que le bas blesse, et ils trouvent ça moche, et donc une répulsion qui se produit et qui empêche l'adhésion ou l'immersion. C'est ça le problème. Mais sinon, vu qu'ils n'ont jamais joué à ce jeu-là, alors ils essaieront. Alors ça c'est une autre question, c'est la question des joueurs, des hardcore gamers qui ont joué à plein de jeux, et donc résultat, c'est plus difficile de leur faire peur. Enfin, je pense que c'est comme les amateurs de cinéma, comme voilà, il y a une tolérance quelque part. Regarder des films en noir et blanc, quoi. Voilà, ça revient à prendre un spectateur de saut et à lui conseiller Les Innocents ou La Maison du Diable, quoi. Tant que la personne n'a pas fait fi de son problème vis-à-vis de l'imagerie noir et blanc, elle ne franchira pas le pas, mais bon, a priori, une fois qu'elle l'aura franchi, elle s'apercevra que les mécanismes sont bien là et toujours effrayants. Je pense même un jeu qui n'est pas du tout un survival horror comme le premier Myst, par exemple, sur CD-ROM, avec ses images fixes, est en mesure de créer ces mécanismes de peur, parce que tout est réuni, encore une fois, on a ces plans... où on passe d'un plan à l'autre régulièrement, on est en train de remettre
d'essayer de reconstituer cette intrigue de qu'est-ce qui est arrivé à ces habitants de cette île. Et comme il n'y a pas de dialogue, tout est basé sur l'environnement sonore qui nous sert de guide dans l'énigme, mais qui aussi crée parfois des angoisses, parce qu'on a quand même le vent qui souffle, les portes qui claquent, etc. Je pense que voilà, Myst est un jeu qui pourrait presque rentrer dans la catégorie qu'on a posée ce soir. C'est pas a priori un jeu d'horreur. Il est oui, je partage vraiment ces points de vue-là, c'est-à-dire que dans de bonnes conditions, enfin, je l'expérimente chaque année dans un cours sur l'épouvante des années 30, c'est-à-dire que le regard de Bela Lugosi dans ce long travelling avant de Todd Browning dans Dracula, il continue je ne vais pas dire d'effrayer les étudiants, mais de les plaquer, quoi. Moi, l'image est derrière moi, je regarde une classe, on est même avec un petit vidéoprojecteur un peu moche et pas forcément dans des conditions de luminosité, mais ça marche encore. Et je me dis qu'un Lugosi sur un grand écran d'une vraie cinémathèque, d'un vrai cinéma, ça tient encore, quoi. Ça marche encore. Dans quelque chose qui frôle avec l'horreur mais qui n'en est pas vraiment, moi je rejoue toujours avec un frisson délicieux à Super Metroid par exemple, jeu d'exploration autour des cavernes, autour de la question du noir, on n'arrive pas du tout à avoir de repères, là aussi des effets d'hors-champ qui fonctionnent parce que les ennemis vous sautent dessus de temps en temps, et une bande son absolument fabuleuse, qui n'utilise que les capacités qu'on pourrait juger un peu faibles aujourd'hui d'une Super Nintendo, mais qui donne ce petit frisson sur l'échine quand on rentre dans une galerie, quand on ne sait plus trop comment on va en sortir, quand on est un peu paumé, quand il y a des effets d'accélération, de temps à tenir. Bon, un jeu de 95, 20 ans après, ça fonctionne, les mécaniques sont là. Merci beaucoup. Je vais vous proposer une dernière série d'extraits pour enchaîner donc sur la dernière partie, qui a plutôt trait justement aux perspectives d'avenir et de ces séries et du genre en général. On a retrouvé justement un jeu avec un dispositif graphique assez minimaliste, avec le troisième jeu de cette série, donc qui va dans le sens de ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Et on a un grand écart immédiatement après avec Pity qui est extrêmement photoréaliste. On nous met dans justement un environnement du quotidien qui est reconstruit au détail près. On a un jeu à la première personne où on sent la lourdeur de chaque pas de l'avatar. Comment, à votre avis, Monsieur Blanchet, l'industrie a digéré les jeux plus petits, de plus petite envergure, parfois faits par un seul individu, à la première personne, comme Slender ou SCP-087, pour en faire Resident Evil 7 ou Silent Hills, qui donc ne verra pas le jour. Comment, à votre avis, le genre vidéoludique a évolué au regard de ce qui s'est fait sur Internet essentiellement ? J'ai l'impression que du survival horror, on a vu les figures horrifiques envahir des formes de first-person shooter. C'était finalement assez utile parce que le first-person shooter, on doit beaucoup tirer, c'est un motif du tir qui est le motif d'action principal, et que, bon, quand même, à un moment, se pose quand même des questions morales quand on tire même sur des soldats allemands ou même sur des soldats japonais. Et donc, on a vu même au sein de franchises comme Call of Duty de proposer des invasions de zombies sur lesquelles on tire en général avec moins de questions et de scrupules. Donc, je pense qu'il y a aussi des effets de sens d'une industrie qui devient un peu plus mainstream d'une certaine façon et qui va s'emparer de ces figures horrifiques pour pouvoir justifier des types d'actions un peu répétitifs. Et puis bon, l'autre face, c'est dire on va narrativiser tout ça, et à ce moment-là, ça propose de garder la vue à la première personne, dont on a le sentiment qu'elle est plus immersive, mais en fait qui permet beaucoup plus de travailler sur le hors-champ, parce qu'il y a ce field of view qui est plus ou moins restreint et sur lequel vont travailler level designer, game designer, pour pouvoir créer une tension, créer des situations dans lesquelles le joueur est un peu perdu, tout le travail sur le son et la spatialisation du son qui vont permettre de sentir arriver une menace, d'essayer de l'identifier et puis de se faire surprendre évidemment. Alors votre question, c'est de voir comment la production indépendante peut influencer les grosses machines, c'est un peu ça. C'est vrai que l'exemple de Pity semble montrer que quand un game designer s'empare d'une licence et puis, je sais pas, visiblement se tourne vers une horreur qui pourrait être influencé par le David Lynch ou d'aller vers ça. Bon, visiblement, c'est des projets dont on voit que les éditeurs, à un moment, peut-être mettent le haut là. Donc, il y a probablement dans des productions un peu plus d'envergure, quand bien même je reste assez convaincu que les jeux d'horreur restent pas forcément les plus gros, c'est pas des AAA quoi, ça c'est des jeux importants, des licences qui fonctionnent sans qu'on ait des effets vraiment massifs sur lesquels on va parier la saison de l'éditeur et des choses comme ça. Visiblement il y a peut-être encore des limites qui sont difficiles à dépasser, et puis que l'horreur finalement, on trouve parfois dans certains jeux sur les modalités qui sont proposées des situations encore plus horrifiques que ce qu'on pourrait imaginer ou créer. Il y a ce mode de Arma 2, de Arma 3 dont le titre m'échappe, qui permet à des gens de survivre dans un espace, de jouer en ligne, et où on voyait des gens, donc c'est des jeux en ligne, des gens qui doivent partager des ressources, qui parfois se tuent les uns les autres pour se piquer sur leurs ressources, et puis parfois qui sont quand même traversés par des questions morales. Il y a une séquence qui tourne sur YouTube où on voit deux joueurs communiquer, ils sont dans les forêts, ils attendent. DayZ, voilà, DZ. Ils attendent et ils voient une figure. C'est Bernard qui utilise Bernard Perron qui utilise cette séquence, et ils voient au loin quelque chose dont ils n'arrivent pas à déterminer si c'est un zombie ou si c'est un joueur qui joue en ligne, quoi. Et il y a 10 minutes de dialogue en disant est-ce qu'on les tue, est-ce qu'on les tue pas, parce que si c'est des zombies il vaut mieux les tuer, mais si c'est des joueurs c'est con pour eux, mais et ils sont traversés comme ça de craintes, de questions. Oui on y va, l'un dit oui, l'autre dit non.
Et c'est horriblement horrifique quoi, comme situation. Et dans le même Daisy, dans ce jeu, dans le fait de laisser les joueurs jouer dans cet univers, on a des types, on a cette séquence d'un type qui se fait kidnapper par un autre, et l'autre commence à lui tirer dans la jambe pour qu'il saigne un peu, qu'il puisse plus se déplacer, et le type est torturé virtuellement comme ça. Alors il en rit parce qu'il est en train de twitcher sa partie. Il dit mais il est fou le gars avec qui je joue, là, il me tire juste pour que je saigne un peu, que je puisse plus me déplacer, et regardez ce qu'il fait, maintenant il m'attache les mains, il part, puis je le vois plus pendant 3 heures, puis il revient pour voir où j'en suis, si je suis encore vivant. Donc on voit que d'une certaine façon il y a des modalités de l'horreur qui naissent, qu'on va probablement pas voir dans des jeux mainstream, mais qui apparaissent au gré des interactions entre joueurs, et qui ont un caractère horrifique, on ne peut plus appuyer. Merci. Sur la démo de Pity, je pense qu'on n'a encore rien vu en réalité concernant les survival horror. Hein. Je pense que non, mais voilà, on a toujours l'impression d'être arrivé à un pic, et ça dans le cinéma, on sait bien qu'il faut jamais considérer qu'on arrive à un pic parce qu'on ira toujours plus loin. Voilà. Mais comment dire, dans le cinéma, vous pouvez aller trop loin, encore une fois, vis-à-vis de spectateurs qui restent passifs. Pour le jeu vidéo, à un moment donné, se posera la question de l'état psychologique du joueur. Voilà, parce que l'investissement émotionnel et intime est tel que si vraiment quelqu'un arrive avec un jeu terrifiant, un vrai jeu terrifiant, il va y avoir un contre-coup immédiatement. Les joueurs n'y joueront tout simplement pas. On reste des humains, et à un moment donné, le cerveau il dit non, même si c'est de la fiction, je peux plus aller plus loin, quoi. Et ce qui tentait là, parce que je crois que Del Toro avait bossé avec lui aussi. Voilà, Guillermo del Toro est fasciné par le jeu vidéo précisément pour les choses qu'il ne peut pas faire au cinéma. Donc sa collaboration avec Kojima, elle est aussi guidée par l'idée que j'ai des cauchemars et j'ai des terreurs que je n'arrive pas à faire dans mes films. Viens ensemble, on va leur en donner un bon paquet. Bon, le résultat, c'est que le jeu ne se fait pas. Bon, il y a eu certainement d'autres raisons politiques et autres, mais peut-être aussi que parce que je sais pas, vous y avez joué à cette démo. C'est limite, hein. C'est vraiment limite. On sent qu'on arrive à un point où, en tant que joueur, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, quoi. Et commercialement, là, pour le coup, ça devient un problème, quoi. Ouais, ça rejoint ce que j'avais dans mon article 10, c'est-à-dire qu'à un moment, ça arrête l'expérience de jeu, quoi. Il y a un taux d'angoisse, que disait Winnicott, hein, il y a un niveau d'angoisse qui interrompt le jeu, où le jeu n'est plus possible parce que le joueur est trop stressé. Alors moi, je pense je commence à avoir des jeux qui sont intéressants sur leur... Bon, alors là, c'est une question de l'angoisse morale, effectivement, qu'on voit. Il y a des jeux, là, je viens de découvrir un jeu sur PS4, je suis un peu à la ramasse, mais vous allez m'aider. Il y a un serial killer et on joue chacun des étudiants, des jeunes. En fait, on n'est que des victimes. En fait, on passe de victime en victime, finalement. Ce qui est assez intéressant d'avoir cette position-là. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des survival horror où, finalement, la question de survie est véritable. C'est un vrai jeu de survie. C'est-à-dire, moi, j'ai attendu longtemps d'avoir un vrai jeu de survie où on est sans défense. C'est-à-dire, vraiment. C'est-à-dire, non, on va pas avoir un Resident Evil rapidement. On a des armes, ça va, quoi. C'est pas un problème. Bon, voilà, et on a maintenant des jeux où il faut vraiment ne faire que fuir, par exemple. Enfin, moi, personnellement, l'expérience personnelle, c'est Alien Isolation. J'étais vraiment à rejouer dans le noir, à être... Enfin, voilà, ma femme me voyait, elle me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu sursautes ?» Enfin, j'étais comme ça. Donc, la nouvelle... et ce qui va être intéressant, je crois, ça va être aussi la question des nouveaux dispositifs, des nouvelles interfaces, parce que on revient vers l'idée que, et ça, plusieurs auteurs l'ont souligné, c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience d'embodiment, d'incarnation, c'est une expérience corporelle, profondément. Et tous les jeux qui, même avec une manette, arrivent à provoquer vraiment une immersion sensorielle, c'est-à-dire où on est complètement dedans, où le corps est complètement aussi connecté au jeu, lié au jeu, c'est là où on a le plus grand effet. Et je pense qu'avec la question de la VR, là aussi, on va avoir des trucs. Et c'est effectivement la limite, comment doser pour pas que ça soit trop au final.
Ceci dit, la VR, j'ai testé. Alors, comment s'appelait le titre, Arkansas quelque chose ou Texas quelque chose. J'ai pu voir un jeu de shoot de zombies qui se passe dans une espèce de désert du Nevada. Et le jeu en lui-même était assez vite gonflant, très limité. Il s'agissait de tirer. Le seul point intéressant, le seul point ludique, c'était le fait qu'ils arrivaient de deux côtés différents et que donc je devais systématiquement tout le temps revenir sur mes pas, enfin tourner la tête pour vérifier qu'il n'y avait pas un autre groupe qui arrivait de derrière cette colline, quoi. Et c'est ce jeu de devoir regarder derrière soi qui était le vrai processus, enfin le vrai intérêt ludique du truc. Donc la VR, elle va nous rebalancer en plein à fond ce dont on a déjà parlé, quoi, qui est vraiment cette question d'avoir un monde derrière soi que le jeu vidéo ne permet pas, parce que quoi qu'il advienne, l'écran de télévision est devant vous, y compris lorsque vous tournez la tête de votre personnage, quoi. Il reste toujours devant vous. Mais une fois que vous êtes intimement à l'origine de ce hors-champ, de ce que vous pouvez voir et ne pas voir, là, il y aura des choses sur lesquelles jouer, quoi. Par exemple, sur la question du mécanisme, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité, par exemple, dans beaucoup de jeux, de se retourner tout le temps, finalement, de faire tout le temps des 360. Mais au bout d'un moment, ça devient tellement embêtant. Alors, soit dans Resident Evil, on sait que le personnage tourne hyper lentement, ou il faut passer d'être en surveillance totale. Les gens ne peuvent pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. Donc, ils acceptent que derrière eux, ils ne sachent pas, et puis de se laisser surprendre. Et puis, ils se débrouilleront, ils ont un niveau de vie au vert, au niveau max, ils vont prendre un petit dégât, mais ça ira. Là, si on facilite la possibilité de surveiller les deux, là, les gens vont dire, mais je peux le faire, donc ils vont essayer. Donc ça, on va voir aussi le coût que ça coûte aussi chaque action, et ça au niveau corporel, même au niveau du temps que ça prend, et que ouvrir des possibilités, et ça c'est intéressant, c'est une extension du domaine de l'angoisse. Au final. Et c'est toutes les questions de comment on peut étendre le maximum tous les domaines de l'angoisse, sur les barres de vie, sur le champ et le hors-champ, sur toutes ces questions-là. Ça dépend de l'âge, moi je pense aussi de la connaissance. Honnêtement, là, récemment, là où je me suis senti le plus tendu, c'était Alien Isolation, par exemple. Moi je vous le dis, voilà, c'était... Parce que c'est le jeu que j'attendais vraiment, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment la situation. J'étais déçu que dans les Resident, on puisse si bien tirer. J'étais déçu aussi que dans Silent Hill, même si Silent Hill était le plus angoissant, voilà. Silent Hill était le plus angoissant parce que je l'ai trouvé fou. J'ai arrêté de jouer un moment. Je n'en pouvais plus. C'était insupportable. Voilà, c'était insupportable. Je comprenais rien. Je voulais sortir de cette expérience. Voilà. Donc là, c'était vraiment le jeu le plus angoissant. C'était Silent Hill pour moi. Le plus flippant, celui qui m'a fait le plus peur, celui où j'ai le plus sursauté, j'étais le plus tendu. C'était Alien Isolation parce que j'étais sans recours, parce que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je faisais une erreur de joystick, j'allais un peu trop vite, j'allais pas assez vite. C'était flippant, quoi. Voilà. Donc voilà, et c'était vraiment. Et puis dans ces deux jeux, angoissant et flippant, vous voyez que c'est deux dimensions différentes. La peur, elle est très ciblée dans Alien Isolation. Je trouve qu'il y a une belle alliance entre la musique, le visuel et aussi la narration, quelque part. Même si elle est simple, mais, sauf pour Silent Hill, mais voilà, tout était parfait en tout cas et collait. Oui, sans originalité, je dirais aussi Silent Hill, mais je pense que la véritable raison était que je n'étais pas préparé, en fait. Alors, il arrivait à une époque où je ne pensais pas qu'un jeu vidéo pouvait m'affecter de cette façon-là. Donc voilà, je l'ai pris comme un plaisir, en me disant « Ah, super, un jeu qui fait peur, paraît-il, donc chouette, faisons-nous peur », sans réaliser là où ça allait me mener, avec l'habitude, bien sûr, de jouer la nuit. Voilà, donc quand vous vous retrouvez à 4h du matin à ne pas pouvoir dormir et que vous devez bosser le reste du temps, vous vous dites « Je vais peut-être mettre ça de côté ». Donc, je n'ai jamais terminé le premier Silent Hill pour cette raison. Moi, j'ai un frisson qui reste assez inscrit, qui n'est pas dans un jeu d'horreur. En fait, c'est tout simplement les scutulas dans Zelda Ocarina of Time qui continuent de me créer un frisson. À la fois, il y a un travail sonore et le fait qu'elle tombe comme ça du ciel, qu'elle vous surprenne un peu. Je suis surpris parce que je n'ai pas spécialement peur des araignées ou pas particulièrement arachnophobe, mais je sais que ça reste quelque chose où je me suis dit, tiens, vraiment, ce frisson-là,
c'est un frisson du réel, quoi, qu'on pourrait ressentir si une bête nous tombait vraiment dessus. Et c'est même pas un frisson de cinéma, quoi, c'est ce sentiment-là. Non, dernièrement, j'ai joué à... Est-ce que c'est Soma? Oui, ça doit être ça. Voilà, Outlast, pardon. Donc c'est Outlast. Alors il se trouve que j'ai tenté... Enfin, un étudiant est venu parler de Soma en séminaire. Donc il nous a fait la démonstration du jeu. On a travaillé un peu sur la fin du jeu, en fait, précisément. Et puis il a évoqué Outlast. Il s'est trouvé qu'en rentrant, il était pas cher sur le PSN. Donc j'ai regardé ça. Et j'y ai joué avec un casque, alors non pas de réalité virtuelle, tout simplement un casque 3D Sony. Et c'est vrai que le dispositif, le jeu, son traitement, tout le travail sonore que vraiment on ressent parfaitement bien avec dans les oreilles là, le casque dans les oreilles, ça c'est vrai. Je me suis dit waouh, on arrive quand même à des niveaux comme ça, ouais. Au risque de vous décevoir, je joue pas beaucoup, je suis pas un grand joueur. Je dirais Silent Hill, bien que je l'ai pas fini en fait. C'est vous dire, je suis un déplorable joueur. Pour en venir à un petit peu des choses d'avenir aussi, il y a un titre là qui risque de pas être mal. Moi j'ai joué un tout petit peu, puis il y a une petite démo qu'on voit sur YouTube, c'est Frédéric Reynal qui avait fait Alone 1 est revenu au Survival Horror avec un jeu qui s'appelle Too Dark, Dark, qui est assez marrant. C'est un tout petit bonhomme avec une lampe qui doit délivrer des enfants qui sont prisonniers de tueurs, et c'est assez c'est étonnant. Moi ce que j'en ai joué, ce que j'en ai vu, c'est étonnant. Il y a quelque chose là-dedans. Je pourrais pas vous dire plus. Jetez un coup d'œil. Honnêtement, c'est malin. Il y a le frisson du jeu aussi en plus qui passe. Mais moi, ça restera Silent Hill, et puis effectivement la démo là qu'on voit, avec sur le couloir. Vraiment, ça c'est un superbe travail. Parce que là, ça remue vraiment des choses très très profondes. C'est même presque heureux qu'ils aient pas pu faire ce jeu-là. Je pense que on n'aurait pas dormi, il y aurait des suicides, ça aurait été terrible. Réellement. Et puis c'est vrai que il y a un peu un tarissement, parce que c'est vrai que les éditeurs, ils vont vraiment vers l'action. Et dans les jeux d'action, ils se servent pas mal de ce que les gens qui font de la peur ou de l'horreur ont trouvé. Ils l'utilisent, mais ils l'utilisent pour faire de l'action en fait. Et ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire de la peur en ligne en fait, à plusieurs joueurs. Et comme ils n'arrivent pas à monétiser ça, parce que c'est comme les enjeux financiers sont hyper importants, ça reste encore de la série B presque, enfin des petits trucs qui arrivent, mais je pense qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui va se passer comme Alien, ou comme Les Dents de la Mer, ou comme L'Exorciste. Moi, je me rappelle, L'Exorciste, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma. C'était une vraie révolution. D'un seul coup, on a un film d'horreur horrible que les gens vont voir. Et les gens hurlaient dans la salle pour le Friedkin. Je vous promets, c'était terrifiant. Un jour, il y aura un jeu comme ça, avec les moyens qu'il faut. Pour l'instant, on sent bien que... ils veulent pas mettre le pied dans l'eau du bain, les mecs qui ont les éditeurs. Ils le sentent pas. Peut-être que la période s'y prête pas non plus. Hein. On vit un monde en ce moment qui est extrêmement horrible en fait. Ils osent pas y aller en fait. Mais je pense qu'un jour il y a quelqu'un qui va trouver le truc pour faire l'équivalent de L'Exorciste dans les années 70, et boum, d'un seul coup ça va être la nouvelle référence. Qui manque un peu là dans le jeu d'horreur. On l'a eu dans les années 80-90, hein, c'est vrai, 2000, et puis après, il n'y a plus ça. On n'a pas retrouvé quelque chose un souffle. Et ça manque, parce que c'est un truc essentiel, c'est une des émotions très très fortes que peut faire le jeu. C'est peut-être l'émotion la plus forte qu'elle peut générer, le jeu vidéo, c'est la peur. Enfin moi je le pense. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette table ronde sur cette dernière intervention. Je vous remercie tous les quatre beaucoup pour votre présence. C'était un vrai honneur de vous recevoir. Merci à vous d'avoir fait l'effort de venir, d'être resté pour assister à cette conférence. La captation sera bientôt en ligne.
Par ailleurs, nous vous invitons à venir demain à partir de 13h. Donc de 13h à 18h, nous animons 2 espaces. Un premier avec un espace muséal centré sur les stratégies marketing des jeux d'horreur. Et par ailleurs, une présentation de jeux, donc thématique, on a une quinzaine de jeux, il me semble, sur différents supports, aussi bien console portable que console ou PC. Donc venez nombreux, vous êtes les bienvenus. Il y aura Pity, d'ailleurs. Quelqu'un fait partie des rares qui possèdent encore une PS4 avec Pity. Merci beaucoup, surtout à vous 4. Merci.